Je me demande si... Ah, là, c'est OK. Oui, c'est parce que c'était marqué pause tantôt. Désolé, Mathilde, je suis désolé. Merci. Je te disais n'importe quoi. Donc, cet après-midi, vos boîtes de prothèses, il n'y a pas d'excuse, vous êtes capable de le faire, ce n'est pas un problème. Mais vous allez voir, vous n'avez pas besoin de chercher les infos, quoi que ce soit, vous allez tout avoir dans l'enveloppe qui va vous être remise. Si jamais je vous demande une mesure NC, bien, vous allez avoir la fiche NC de votre prothèse auditive. Donc, vous n'avez pas besoin d'apporter vos fiches NC, je vous donne tout. Vous avez simplement à exécuter. Ce que je veux mesurer, c'est la technique. C'est un examen pratique, donc c'est comment vous êtes capable de le faire. C'est ça le but de l'exercice, c'est un examen pratique, donc c'est la manipulation. Donc aujourd'hui, on voit le logiciel de programmation Unitron. Écoutez, c'est le 5e qu'on voit sur 8. Fait que c'est sûr que ça commence à être légèrement redondant chez les manufacturiers. Vous allez voir, ça ressemble énormément à Phonak, sauf qu'il est bleu au lieu d'être vert. Unitron, ses couleurs, c'est bleu, Phonak, c'est vert. Ça va ressembler, mais on a quand même certaines différences à l'intérieur du logiciel Unitron. On commence à voir la norme INSI pour les mesures in situ et également les procédures préliminaires en mesure in situ. Là, on commence à voir de façon spécifique parce que c'est quand même dans les procédures préliminaires, on va y revenir à la fin du cours, il y a quand même, on va le voir pas la semaine prochaine, l'autre semaine, même qu'on vient de la relâche avec le cours, on va voir Starkey, on va voir la procédure complète. On a des instructions à donner aux patients. Et j'aimerais vous rappeler que quand vous prenez les impressions d'un de vos collègues, vous pratiquez à donner les instructions. La même chose quand vous faites le RECD en laboratoire. Bonjour, M. Pelletier. Je vais regarder dans votre oreille, on va procéder à tel examen, nous allons faire telle chose. Maintenant, je place la sonde, je place la mousse. Maintenant, vous allez avoir une pâte, ça peut chatouiller. Je vous demande de ne pas bouger. Vous devez faire ça. Ça va vous pratiquer à trouver la bonne formule, mais il faut toujours rassurer le patient lorsqu'on fait des ajustements de prothèse, lorsqu'on prend des impressions. Donc, le vocable, vous le connaissez, mais vous devez l'utiliser. Ce n'est pas parce que vous êtes 2 étudiants que vous dites « Ah, il sait comment ça fonctionne, je m'en fous ». Vous devez le dire. Je veux dire, c'est pas... Et vous allez le faire avec les clients de toute façon et avec les patients lorsque vous allez être en clinique. Donc, tout semaine, vous pratiquez là, mais vous le dites à chaque fois. Bonjour, M. Pelletier, je vais regarder dans vos oreilles. Aujourd'hui, à la rigueur, même, vous pouvez vous présenter. C'est important de se présenter lorsqu'on rencontre un patient. Bonjour, je me présente, je m'appelle Patrice Pelletier, c'est moi qui vais s'occuper de vous aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Évidemment, dans ce cas-là, on sait que vous prenez les impressions. Vous pouvez dire, bonjour, je m'appelle Patrice Pelletier. Aujourd'hui, on se voit pour prendre la prise d'impression de vos oreilles. Donc, je vais regarder dans vos oreilles, je vais placer une petite mousse et ensuite de la pâte. Ne vous inquiétez pas, à chaque étape, je vais vous le répéter. Ça, c'est ma façon de faire. Vous allez trouver votre propre façon. Quand vous allez vous approcher, puis je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je regarde dans vos oreilles, je vous le demande tout le temps, je m'approche de vous, je dis, OK, je m'approche de toi, je vais regarder dans tes oreilles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dites-moi si c'est confortable. Est-ce que c'est confortable? Tu es certaine? Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux à qui j'ai regardé dans les oreilles, je vais regarder dans tes oreilles. Je le dis à chaque fois, même si vous vous attendez à ce que ce soit ça que je fasse. C'est important. Si vous êtes à l'école pour apprendre, il faut donner toute la procédure. C'est la même chose lorsque vous retirez l'impression de l'oreille de quelqu'un, il y a les oreilles bouchées. Ce que vous faites, vous vous approchez, vous mettez la main sur l'épaule, surtout si vous arrivez par derrière, pour pas que la personne soit surprise. Donc, c'est important. Même si vous lui dites « je vais enlever les impressions », on travaille avec une clientèle malentendante qui ne vous entend pas. Déjà que sans prothèse, c'est difficile, vous y bouchez les oreilles. Si vous avez beau, à moins que vous connaissiez le LSQ et que vous soyez devant la personne, mais que cette personne-là connaisse également le LSQ. Vous mettez la main sur l'épaule parce que souvent, lorsque les patients attendent, ils vont sortir leur téléphone puis ils vont jouer avec. On est rendu comme ça. Personne n'est capable de patienter sans rien faire. Il faut qu'ils checkent sur Facebook, sur Instagram ou sur je ne sais pas quoi. Peu importe, sur Snapchat ou sur on s'en fout. Donc, c'est important que le patient puisse se placer correctement puis il s'attend à ce que vous fassiez la manœuvre. Donc, on va le voir. Puis évidemment, dans les procédures préliminaires, il n'y a pas vraiment de vocable. On va le voir dans les procédures complètes lors du prochain cours. Il y a tout un vocable à expliquer. C'est pas bonjour, on va faire aujourd'hui, on se voit. C'est pour vérifier, c'est pour faire la livraison de votre prothèse auditive. On va également faire des mesures. À chaque mesure, vous allez voir dans le laboratoire qu'on va faire la semaine prochaine, vous allez utiliser Carl. Vous allez parler à Carl. C'est pas, oui, vous allez parler une tête de mannequin, mais je veux dire, c'est pas, vous allez avoir des mesures à faire, de placer le patient correctement, de placer, il y a toute une procédure par rapport à ça.
et ça va être quand même important. Donc, même si c'est le mannequin, vous allez lui parler. Ça va vous paraître particulier. Et à l'arrière, pour le laboratoire de la semaine prochaine, vous pourriez descendre, si vous voulez, mettons, dans les locaux du 400 en bas, pour pouvoir faire le laboratoire. Ce n'est pas un inconvénient. Je vais ouvrir le 503, donc il y a une équipe qui pourra travailler dans le 503. Puis si vous voulez, vous pourrez descendre soit dans la salle multi ou dans les autres salles où il y a les. Ça ne me dérange pas. Vous n'êtes pas tous obligés de rester dans le laboratoire principal. Vous pouvez descendre en bas, ce n'est pas un problème. On applique les mêmes mesures d'hygiène, on applique la même chose, mais pour parler aux mannequins ou pour se parler entre nous autres, c'est pas. Des fois, c'est plus facile, puis c'est plus. C'est peut-être moins gênant que d'avoir un auditoire. Là. Pas, je peux le comprendre, mais c'est important de partager ça. Donc, Unitron, on fonctionne avec le logiciel TrueFit. Il y a le Unifit, qui est le UFit. Ouais, le UFit qui est sur les anciennes générations de prothèses, mais vous allez travailler principalement avec TrueFit. Donc, c'est sur les nouvelles générations de prothèses. Donc, les Discover Next. Présentement, on a des Discover Trial, me semble. Ce n'est pas des Next, je pense que c'est des Trials. Je sais que c'est des Trials. Puis, je vais vous expliquer à quoi ça sert. C'est ça, c'est des Discover Fit, MoxiFit qu'on a, mais Trial qui est une technologie qui est super intéressante à utiliser. Plusieurs autres manufacturiers l'utilisent, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, le logiciel se présente comme ceci. Donc, comme je vous disais, on retrouve beaucoup plus la couleur bleue à l'intérieur de la prothèse auditive que la couleur verte. Ça ressemble beaucoup, je vais être très honnête avec vous. Donc, on a les informations du patient qui se retrouvent ici, son audiogramme qui se retrouve ici, RECD, REUG, on n'en parlera pas. On n'entre pas à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est une perte de temps. On a les prothèses, l'appareillage, la fin de l'appareillage et les insights. On va voir ça à la fin. Donc, lorsqu'on ouvre le logiciel et qu'on a avec le patient, donc on se retrouve dans cette fiche-là. Donc, ça nous donne son nom, prénom, date de naissance, son âge. Si jamais on a rentré son courriel, on l'a. Et l'audiogramme qu'on a rentré à l'intérieur de NOAA se retrouve là. Donc, dans l'audiogramme, moi, ce que j'aime chez Unitron, c'est pas assez intéressant, c'est qu'au surplus d'avoir sa perte auditive, on peut, des fois, c'est intéressant de montrer au patient, il y a 2 cases au centre qu'on peut cocher ici, qui sont afficher les sons de la parole, donc qui sont les lettres, et afficher les icônes de son, donc piano, chien, bruissement de feuilles, un chuchotement, l'eau qui goûte, la balayeuse, une moto, le téléphone. Donc, ça peut être intéressant des fois de le patient ou quand quelqu'un accompagne ce patient-là de dire « Ah, mon père n'attend pas le téléphone. Ouais, mais regardez sa surdité. » Tu sais, quelqu'un qui aurait une surdité quand même sévère à profonde, bien, regardez, c'est pas... il ne peut pas l'entendre. Son audiogramme fait que c'est en bas de ses seuils d'audition. C'est au-dessus de ses seuils d'audition, donc il ne peut pas l'entendre. Donc, ça peut être un outil de counseling. C'est intéressant. On ne l'a pas, ce n'est pas grave. On ne l'utilise pas chez les autres manufacturiers, ce n'est pas grave. Mais puis, je suis dans un bureau qui ferait beaucoup d'Unitron, se servent de ce type de schéma-là, d'image-là. C'est intéressant. Je vais être honnête, là, ça peut être intéressant. RECD, REUG, vous savez ce que c'est, mais on ne l'utilise pas. Donc, on se retrouve avec l'icône appareil, donc prothèse auditive. Je déteste le mot appareil, ça s'appelle des prothèses. La loi nous dit que c'est des prothèses auditives, donc j'utilise le mot prothèse auditive. Donc, on retrouve le même type, si vous vous rappelez, chez tous les fabricants, on peut simuler des prothèses auditives. Donc, tous les modèles de prothèses auditives, toute la technologie qui est disponible, on est capable de la simuler. Donc, les Stride chez Unitron sont les contours d'oreille, les Moxi sont les RIC et les Insera sont les intras. Donc, si on voit la lettre D devant, D sont la nouvelle plateforme Discover. Si on a Discover Next, ça va être marqué DX. T, c'est l'ancienne plateforme qui était la Tempus. Donc, on peut avoir également ces prothèses-là parce que, évidemment, on a des patients qui fonctionnent avec encore des Tempus, puis même on a des patients qui fonctionnent avec des North, qui étaient la génération précédente. Donc, on retrouve avec les mêmes, un peu la même nomenclature où je vais placer mon écouteur, je vais placer mon embout ici. Donc, dans ce cas-là, c'était un Dome Power, donc je n'avais pas de ventilation. Si j'utilisais quelque chose d'autre, je n'aurais pas mis de slim tip, mais j'aurais mes paramètres acoustiques qui apparaissent. Mais mes réglages acoustiques apparaissent dans le 3e icône en haut de l'image. Donc, c'est la prothèse auditive qu'on choisit. On voit ici
dans le bas, on a tout ce que contient la prothèse auditive, puis on a l'icône vérifier la compatibilité du smartphone, comme disent les Français. C'est pas, on va le voir à la fin du cours, on le vérifie ailleurs. C'est la même chose qu'on avait avec Phonak, donc de vérifier si la compatibilité du téléphone le permet. Donc, je ne le vois pas là, on va le voir à la fin, mais on a cette possibilité-là également. Il faut comprendre que Phonak et Unitron sont issus de la même famille. Ils font partie de la famille Sonova, donc c'est sûr qu'on partage quand même beaucoup, beaucoup de choses. Oui, Dave? Est-ce que c'est là qu'on va voir vraiment tous les algorithmes qu'il y a dans la prothèse, par exemple, pour notre rapport, ou il faut vraiment aller fouiller dans chaque section? Moi, je vais vous montrer où c'est vraiment dans l'appareillage que vous allez le trouver. Là, Okay. il en parle, mais vous n'aurez pas de description de façon spécifique. Vous allez voir chez Unitron, c'est quand même intéressant parce qu'il nous donne quand même la description. Vous allez avoir comme le résumé de toutes les... si vous prenez la prothèse Unitron, par exemple, vous allez avoir le résumé de toutes les algorithmes qui sont présents à l'intérieur. Donc, vous allez avoir le Spatial Awareness personnalisé, le Speech Pro, Speech Locator, Speech Focus, Spatial Speech, Speech Conductor, SoundNav et tout ça. Sauf que on va le voir un peu plus loin, que là, on a vraiment la description de façon spécifique. C'est comme juste un résumé. Ensuite, ce qui est intéressant, ce qu'on avait également chez Phonak avec les trials, et on va le voir chez Signia également, il y en a, c'est que dans les prothèses trial, ce sont des prothèses d'essai. Même si Unitron n'appelle pas ça des prothèses auditives, ce sont des prothèses auditives. Je fais l'ajustement de ça chez un patient. Et je peux... Voyons, c'est la même diapo. Ah oui, le mode test NC. Bon, important. Donc, le mode test NC, c'est dans appareil auditif, donc dans les petits onglets qu'on a ici en haut. Donc, c'est vraiment là qu'on va retrouver. Donc, dans l'appareil auditif, le mode NC, donc on clique dessus. Et on va voir, quand on clique dessus, on se retrouve avec cette fiche-là. Et c'est le même principe là, que chez Phonak. Oui, c'est long parce qu'il faut faire la procédure 2 fois. Donc, on commence par mesurer le full on gain, tout dépendant. Évidemment, dans cette prothèse-là, on n'a pas de bobine T. Si on en avait une, ça serait marqué microphone, récepteur SMTP, UP. Et on a la référence test gain, la même chose. Donc, c'est le même principe qu'on retrouve chez Phonak. Donc, il faut ressortir lorsqu'on a mesuré le full on gain pour le mettre à RTG. Donc, dans le changement de la technologie, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut changer de la plateforme 9, donc qui est le haut de gamme, à la 7, à la 5 et à la 3. Ce qui nous permet de faire des tests avec des patients, ce qui nous permet de faire, et honnêtement, je vais être super honnête avec vous autres, là, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. On le retrouve chez Phonak, on le retrouve chez Signia, et souvent, ces démos-là, ça s'appelle trial chez Unitron, donc trial pour essai. Donc, ça nous permet de faire des expérimentations avec les patients et leur permettre d'essayer. Souvent, chez les patients, c'est quelque chose qui est... souvent, les patients, du haut de gamme, de l'entrée de gamme, oui, on vend les prothèses, on est capable de l'expliquer aux patients, mais souvent, rien vaut mieux le fait de le tester. C'est pour que les patients puissent s'en convaincre. Je trouve ça intéressant. Honnêtement, souvent, moi, je trouve qu'au bureau, on fait souvent des ventes qui sont souvent du haut de gamme, alors que les patients n'étaient pas convaincus d'utiliser le haut de gamme. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à ce niveau-là. Oui, Patrice? Et qu'est-ce qu'on fait avec cette prothèse trial une fois que le patient l'a essayé et là fait son choix pour la gamme qu'il veut? On fait quoi avec cette prothèse? Cette prothèse-là, c'est toujours une prothèse d'essai. C'est une prothèse que tu ne peux pas vendre. Donc, toi, tu la gardes dans ton bureau, puis je les garde. On a des déshumidificateurs à l'ultraviolet, donc qui stérilisent la prothèse. Le fabricant nous le fournit. Unitron nous le fournit. Et c'est des produits. Évidemment, on en a eu dans la catégorie Tempus, on en a eu dans le Discover. Là, on en a dans le Discover Next. Chez Signia, il y en a dans les X, dans la plateforme Experience. Et ce qui est intéressant chez Signia, c'est qu'eux autres, ils ont leur Silk, donc le CIC ajustable avec un dôme cliquable, et on l'a en démo. Donc, tu es capable de tester sans être obligé de mouler l'oreille des S-démos chez Signia. Donc, c'est intéressant. Puis pour finir de répondre à ta question, Patrice, c'est que quand le patient a dit « OK, je vais prendre du haut de gamme, là, je commande sa prothèse auditive »,
Et ensuite de ça, évidemment, je suis capable de faire le transfert des ajustements dans la prothèse. Fait que c'est intéressant pour ça. Donc, c'est pas, oui, c'est du trial. Puis évidemment, il y a si vous voyez ici, peu importe quand je change de technologie, il s'est inscrit ici en bas, cliquez sur sauvegarde pour débuter la période d'essai. Donc, et la période d'essai peut être d'1 semaine, 2 semaines, 4 semaines et au maximum 6 semaines. Ce qui fait que le patient, et ça nous est arrivé durant la période, le premier grand confinement qu'on a eu, on va appeler ça le grand confinement. Je ne sais pas savoir, dans l'histoire, ça va avoir un nom. C'est que, on était fermé pendant 2 mois. Fait qu'on avait des patients qu'on avait débutés, mettons, au début mars. Puis là, quand tout a fermé, c'est qu'au bout de 6 semaines, la prothèse bip et elle arrête. C'est qu'un patient qui se dit il m'a donné des prothèses auditives, il va se torcher avec le paiement, je pars avec. Fine, tu as beau partir avec, au bout de 6 semaines, ça ne marche plus. C'est terminé. Fait que c'est pas. Fait que là, il y avait des patients au bout, là, je vais faire quoi? Et c'est là qu'on a mis en place, parce qu'on était capable de repartir les ajustements à distance. Vous vous rappelez qu'on a vu Phonak, là, vous avez vu ma face dans l'écran sur 2 places de faire l'ajustement à distance. Bien, on le faisait avec les patients comme ça. On repartait la période d'essai. Jusqu'à temps qu'on a fait ça on a répété pendant 2 fois avec les patients qui étaient en trial ou en S-Demo, par exemple, chez Signa, ou en trial ou en flex chez Unitron et chez Phonak. Parce que là, on ne pouvait pas voir les patients, on ne pouvait pas commander des prothèses, on ne pouvait pas, c'était comme hyper complexe. Fait qu'on s'est branché à distance avec les patients, puis on faisait ça. Fait qu'on s'est amusé beaucoup. Les patients n'étaient pas tout à fait prêts à faire ça, mais écoutons, on l'a fait. Puis c'est arrivé à un moment donné, le patient a dit non, là, je n'ai pas de cellulaire, ça ne fonctionne pas. Fait qu'on a été chercher la prothèse dans sa boîte aux lettres. Par chance, il ne demeurait pas à Bécomo. Il demeurait quand même à Québec, c'était moins pire. Fait qu'on a été chercher sa prothèse, on l'a emmené au bureau, puis on l'a redémarré, puis on a été lui reporter dans la boîte aux lettres. Donc, c'est arrivé plusieurs fois qu'on a fait ça. C'est intéressant et ça permet aux patients de tester. Ça nous est arrivé avec une patiente, on l'a fait, puis la patiente a dit « Mettez-moi pas du haut de gamme là-dedans. » Elle dit « J'ai pas les moyens d'acheter ça. » Fait qu'elle dit « Mettez du milieu de gamme, ça va être bien correct. » Elle dit « Je le sais que c'est probablement meilleur, mais je n'ai pas les moyens. » Elle ne voulait pas le tester pour dire c'est vrai que c'est meilleur et que c'est pas. Mais honnêtement, je vais être honnête avec vous autres, en testant ça, on est rarement descendu en bas du milieu de gamme. Puis on l'essayait avec des patients de l'entrée de gamme, du milieu de gamme, du haut de gamme. Mettons, on le faisait 2 semaines, on ne faisait pas ça 6 semaines à chaque fois. Quand même, on ne vit pas de l'air du temps. Puis des patients, minimalement, on va toujours vers du milieu de gamme, puis plus souvent qu'autrement, c'est du haut de gamme. Les patients constatent beaucoup la différence. Parce que c'est difficile, même si on a des bons arguments, un patient qui n'a jamais porté de prothèse auditive, on fait son historique de cas. En tout cas, moi, je serais comme ça. C'est que je me fais ajuster du haut de gamme, mais qu'est-ce qui me dit que du milieu de gamme ne ferait pas la même affaire ou de l'entrée de gamme ou de la prothèse RAMQ ne ferait pas la même chose? Tu peux avoir un doute. Je vais payer. Il faut qu'on pense que du haut de gamme, là, c'est du rechargeable. On est à 3 500, 3 800 par prothèse. Hein. Quelqu'un va investir pas loin de 8 000 $, il va être hyper content. Ça va super bien fonctionner, ça va être génial. Mais est-ce que du milieu de gamme aura aussi bien fonctionné? Fait que s'il y a un doute dans sa tête, ben, chaque petite affaire qu'il va trouver qui ne fonctionne pas super sur sa prothèse haut de gamme, tu vas l'avoir d'en face puis il va chialer. Et avec raison. Donc, il faut être capable de. Il n'y a pas pire affaire que. C'est facile de vendre une prothèse auditive. De convaincre un patient d'acheter du haut de gamme, c'est simple. Et souvent, pas souvent, c'est qu'il faut que tu sois convaincu que c'est la bonne chose pour ton patient, donc ça va être beaucoup plus facile parce que si tu lui vends cette prothèse-là et que le patient n'en est pas convaincu et qu'on se ramasse avec un fonctionnement qui est so-so, alors qu'on le savait d'avance, le patient va être dans ta face tout le temps. C'est pas, tu achètes quelque chose. Le patient, il achète du haut de gamme, donc il s'attend à ce que le tapis rouge soit déroulé à chaque fois qu'il rentre au bureau. Il s'attend à un traitement VIP, il paye 8 000 $ pour ses prothèses auditives. Ces prothèses sont garanties 3-4 ans. Il y a des rechargeables. C'est au moindre petit pépin, là, c'est pas. Donc, puis ça peut arriver. C'est en contact avec le corps, donc il faut être vraiment sûr de nos affaires. Donc, je trouve que c'est intéressant, ce type de produit-là. Personnellement, je trouve ça intéressant. Et je vais être honnête avec vous autres. J'ai déjà fait du Flex Trial et j'ai vendu du Oticon. Parce qu'Oticon ne le ferait pas. Ça ne veut pas dire que je faisais du trial, parce qu'au début, il y avait juste Unitron qui faisait ça.
Fait que, ça me permettait de choisir la gamme, puis je vendais une autre marque. Là. C'était pas, je me servais du trial, je ne vendais pas uniquement du Unitron. À cette heure, on a du Signia, on a du Phonak, on en a plusieurs, puis je pense que Oticon s'en vient avec ça, mais au début, ça fait longtemps que Unitron a ça. Fait qu'au départ, je ne vendais pas que du Unitron, même si on l'utilisait beaucoup. Dites pas ça à José et à Marie-Soleil. Ils ne m'aimeront pas. Là, mais c'est quelque chose qu'on utilisait pour ça. C'est quelque chose qui est intéressant. Évidemment, si dans la clinique, vous travaillez et ils ne font aucun Unitron, c'est encore embêtant de commander des trials pour les essayer pour vendre d'autres choses. Ils vont vous voir venir. Là. On faisait du Unitron à l'époque. On en fait encore. Ce n'est pas si intéressant pour ça. Puis évidemment, c'est intéressant. On va le voir à la fin. Quand on va être dans les insights, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, qui nous permet de voir avec le patient quand il a fait l'essai de la prothèse. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes. Dans le réglage acoustique, donc c'est là qu'on va voir un peu comme chez Phonak, où si on a un IntelliVent, eux autres, au lieu d'un AOV, ils appellent ça IntelliVent, mais c'est le même code à 6 chiffres qu'on va inscrire si on a un slim tip, par exemple, une coquille moulée, ou un seashell, par exemple. Ou si on a un contour d'oreille, on a fait fabriquer l'embout chez Unitron et on a la ventilation en conséquence, on va rentrer le code. Donc, on a notre écouteur, le type d'embout qu'on a placé, que ce soit un dôme, que ce soit peu importe. Évidemment, la longueur et la taille du dôme ont peu d'influence, mais ça peut être intéressant de l'inscrire quand un de vos collègues va se rebrancher sur la prothèse et pouvoir trouver les infos parce que le patient, par exemple, il a perdu son haut-parleur, il a perdu l'écouteur de sa prothèse. Donc, c'est inscrit dans le dossier, mais à plus d'endroits, on l'inscrit, c'est quand même pas mauvais. Dans les accessoires, c'est assez simple. Hein? On a le TV Connector, puis on a la Unitron Remote Plus, qui est l'application. C'est assez... c'est ce qui est disponible sur ce type de prothèse-là. Il n'y a pas de télécommande, c'est vraiment avec le téléphone ou avec le TV Connector. C'est assez succinct, je vous dirais. Le TV Connector, c'est la même boîte qu'on retrouve chez Phonak. Le seul problème qu'on va avoir, vous m'entendez, le Phonak est de la même famille que Unitron. Les boîtes ne sont pas interchangeables. Je ne peux pas prendre une boîte Unitron et la mettre sur une Phonak et vice-versa. La même chose chez Oticon, Bernafon et Sonic Innovation. C'est les mêmes boîtes, c'est les mêmes télécommandes, c'est les mêmes Sound Clips, Soundgate ou Connect Clips. C'est la même chose, sauf qu'ils sont dédiés pour chacune des marques. Donc, vous ne pouvez pas prendre la marque Sonic et l'ajuster sur Oticon ou du Bernafon. Ce n'est pas interchangeable. Je ne suis pas très écolo, je suis d'accord avec vous, mais chacun, c'est comme dédié directement à leur prothèse. Donc, ce n'est pas possible de le faire. Ensuite, dans notre pré-appareillage, c'est ici qu'on va retrouver nos différentes formules prescriptives. Donc, dans formule, on va retrouver NAL, NL1, NL2, DSL enfant, DSL adulte. On va retrouver ces formules-là. Le traitement du signal est WDRC. WDRC veut dire Wide Dynamic Range Compression. Je ne sais pas pourquoi il laisse ça là encore parce que je ne peux pas le changer. Le traitement est toujours, c'est un des vestiges. Je vous ai parlé, par exemple, chez Widex, qui avait des vestiges des anciens logiciels. Bien, celui-là, il est resté là, mais le traitement est uniquement WDRC. Je ne peux pas le rendre linéaire. À l'époque, dans les anciennes générations, on pouvait changer le traitement du signal. Mais le traitement du signal, c'est ce qui rentre à l'intérieur de la prothèse. Donc, je ne sais pas pourquoi il est encore là, cette icône-là, mais ça marche pas. C'est juste WDRC. Masqueur d'acouphène, donc masqueur basé sur l'audiogramme ou sur un bruit rose ou un bruit blanc. Tous les manufacturiers ont des masqueurs d'acouphène, mais ne sont pas tous aussi efficaces. Oui, Patrice? Cette fenêtre, on voit quelle formule a été sélectionnée, mais est-ce que c'est la fenêtre pour sélectionner? Oui, tout à fait. Quand vous allez cliquer sur l'onglet Formule, j'aurais pensé que ça aurait été dans appareillage. Non, c'est là qu'on va le choisir. OK. Donc, c'est vraiment on le voit, l'onglet s'appelle, si on regarde, l'onglet s'appelle pré-appareillage. Donc, c'est vraiment là que, puis quand on clique dessus, quand on clique dessus, quand on clique dessus, pour la troisième fois, quand on clique dessus, ça s'ouvre et là, vous pouvez choisir la formule prescriptive. C'est vraiment là, il y a comme une flèche avec une barre défilante et là, vous avez les formules. Et je ne vous montre pas le in situ, c'est pour faire l'audiogramme in situ. On ne le fait jamais, donc je ne vous en parle pas, ce n'est pas pertinent. Et là, on tombe dans l'onglet appareillage où nous avons 4 onglets, donc réglage, configurer les fonctions, gestion des programmes et optimisation du Larsen.
Comme on peut voir, contrairement à plusieurs manufacturiers, l'optimisation du Larsen est quand même loin à l'intérieur du logiciel. C'est important de le faire. C'est le même gestionnaire de Larsen qu'on trouve chez Phonak. Mais honnêtement, c'est comme, je le trouve un peu loin. Il devrait normalement être beaucoup plus proche. Ça devrait être le premier onglet. Quand je fais du Unitron, ce que je fais, c'est que j'arrive là et je fais l'optimisation du Larsen à ce moment-là. Je n'attends pas d'être rendu à la fin parce que là, si je fais tous mes ajustements au tympan avec le patient et que je fais l'ajustement du Larsen, bien là, j'ai peut-être fait des ajustements puis je n'ai pas accès parce que mon évent est trop grand. Donc, pour vérifier tout ça, j'aurais tendance à le faire. Je trouve qu'il est mal placé. Il devrait être beaucoup plus, puis c'est un commentaire que j'avais fait à Unitron d'ailleurs, de le placer beaucoup plus près à l'intérieur de la séquence. Mais bon, ils l'ont placé comme ça. Ça s'ouvre, donc on a notre gestionnaire d'adaptation qui est là. Donc, contrairement à certains manufacturiers qui est plus tôt, là, il est là. Donc, moi, je l'avais placé à automatique, mais il est à 100 %. Vous allez voir, lorsqu'on va ouvrir l'onglet, on peut ajuster. On a notre gestionnaire d'occlusion, nos gains forts, modérés, faibles, donc notre voix forte, moyenne et faible. On peut voir au quatrième onglet, notre MPO, c'est là qu'on va le gérer, le gain général et voir nos ratios de compression. Notre compression fréquentielle, notre gestionnaire d'adaptation automatique qui s'appelle Conseil, notre fameuse foire aux questions, et notre gestionnaire d'acouphènes qui est à la fin qu'on peut ajuster. Pardon. On voit dans le bas ici à gauche un fichier son. Je vous ai parlé des fichiers son qu'on avait chez Oticon, on en avait chez Widex aussi, j'en ai parlé chez Phonak. Donc, on retrouve le même principe des fichiers son qui sont ici. Donc, si on ouvre le gestionnaire d'adaptation, comme on peut voir, voyez-vous, on a ouvert et c'est là qu'on voit l'appel, la façon que ça fonctionne. Donc, on peut régler de façon automatique, on peut le diminuer. Moi, je l'avais mis à 100 %, mais on peut le réduire et là, on va avoir la case qui va s'ouvrir du nombre de jours qu'on veut entre chaque étape. Donc, c'est ce qui va. Ce n'est pas entre chaque étape. En fin de compte, on part, comme chez Phonak, on part d'un pourcentage et pour se rendre à 100 %, c'est le nombre de jours qu'on va en déterminer. Si on se rappelle, chez Oticon, on partait de la position 1 à la position 3. Chez Widex, de la position à la position 4. Chez Starkey, comme on va voir, on peut passer de la position 1 à la position 3. Chez Starkey, c'est la même chose, c'est le même principe. Donc, c'est vraiment, comme je vous disais, Phonak et Unitron se ressemblent beaucoup. C'est le même type de gestionnaire d'adaptation. Pardon. Le gestionnaire d'occlusion, il est à off. Donc, si jamais on en avait besoin, notre gestionnaire d'occlusion, c'est ce qui va nous permettre, si le patient je vous dirais, il l'appelle gestionnaire d'occlusion, c'est l'expansion. Chez Unitron, c'est le gestionnaire d'expansion, les bruits faibles. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve la case enclencher le gestionnaire d'occlusion pour les programmes musique. Souvent, on a des sons qui sont très faibles en musique, qui vont apporter une certaine, surtout beaucoup dans de la musique de film, par exemple. Souvent, je vais être honnête avec vous, quand j'écoute un film, je suis très sensible à la musique qui joue dans le film. Puis souvent, il y a des petites notes, ça dénote une émotion particulière. En fin de semaine, j'écoutais sur Netflix le film Le Site. En anglais, c'est The Dig. Ça raconte en 1939 un archéologue amateur qui n'a pas ses diplômes, mais qui est excellent, Brown, qui est engagé par une femme, par une veuve, il y a des monticules. En Angleterre, il y a beaucoup ça, ils appellent ça des tertres. Et c'est souvent des monuments funéraires, par exemple, qui ont été construits par les Anglo-Saxons au 4e, 5e, 6e siècle. Puis ça raconte cette histoire-là, puis en même temps, le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale et tout ça, c'est un excellent film, et la musique qui joue un rôle quand même est extrêmement important. Et des fois, c'est des petites notes. Évidemment, quelqu'un qui a une surdité, ça peut être moins évident. Puis si le gestionnaire d'expansion, il est soit très, très grand, dans ce cas-là, il n'est pas activé, donc ce n'est pas vraiment un problème. Mais s'il est activé au maximum, donc on va couper tous ces petits bruits-là. Donc, c'est important pour quelqu'un qui aime beaucoup la musique que ça soit à off pour pas que ces sons-là soient coupés dans l'utilisation de la prothèse auditive. On retrouve par la suite notre gain fort, modéré, faible. On voit dans le bas 3, 8, 20. Dans ce cas-là, on peut avoir 3 canaux, 8 canaux ou 20 canaux. On voit nos ratios de compression qui apparaissent ici en bas. Donc, c'est pas pire, la prothèse ne dépasse pas 3. Et ici, vous avez à droite, en bas, ici, vous avez 1 dB
ça a une influence sur le plus qui est ici. Donc, si vous voulez d'augmenter de 1, de 2 ou de 3. Si on se rappelle, chez Phonak, on avait une flèche, puis on avait une double flèche, donc si on augmentait de 1 ou de 3. Chez Unitron, c'est numérique, donc on peut choisir 1, 2 ou 3, tout simplement. Au lieu de monter toujours de 1, on veut monter de 3. L'onglet suivant. Donc, on voit le MPO, c'est là qu'on va le gérer. On voit notre gain et on voit nos ratios de compression. Ce n'est pas parce qu'on y a accès nécessairement à nos ratios de compression. C'est juste qu'il nous les remonte là, tout simplement. C'est là qu'on gère notre MPO particulièrement. Ensuite de ça, la compression fréquentielle. Donc, c'est le même principe que chez Phonak. Il l'appelle compression fréquentielle 2, alors que chez Phonak, on l'appelle Sound Recover 2. C'est la même chose. Donc, on l'enclenche, on la voit apparaître ici, et c'est là qu'on audibilité, distinction. C'était audibilité et confort chez Phonak et clarté des consonnes et qualité des voyelles. Je ne sais plus comment on l'appelait chez Phonak, là, ils ont juste mis des mots différents. Mais ça, ici, on y touche rarement parce que si on se rappelle sur notre MAOF, je vais juste vous montrer quelque chose. Notre MAOF, l'onglet du bas, c'est juste la hauteur de ce qui dépasse du seuil. Ce n'est pas l'onglet qui est ici. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il tasse notre compression de gauche à droite et la clarté des consonnes ou la qualité des voyelles, c'est vraiment la boule qui apparaît au-dessus de nos seuils. On peut ajuster ça. Je ne vous conseille pas de l'ajuster. Aussitôt que c'est audible, de rendre le son plus fort pourrait créer un certain inconfort chez le patient. Je ne vous le recommande pas, je vais être honnête, là, de jouer avec cet onglet-là qui est en dessous. On va voir la dernière, celle-là. Donc, ceci, c'est notre fameuse foire aux questions, comme on a vu chez toutes les autres, ils appellent ça gestionnaire d'adaptation automatique, conseil, ils ont donné plusieurs noms. On a un problème avec le patient, évidemment, c'est utilisé qu'uniquement en contrôle post-prothétique, là, vous ne faites pas ça au début. Donc, vous avez une certaine quantité de situations qui sont présélectionnées à l'intérieur du logiciel, donc avec la barre défilante, on les choisit. On choisit une problématique trop fort, trop faible, trop écho, pas assez de... Bon, il y en a plusieurs. Et ensuite de ça, ils vont vous le dire d'appliquer. Dans ce cas-là, par exemple, la parole modérée dans le camp est trop forte. Bien, la suggestion, c'est gain réduit pour la parole sur toutes les fréquences. On clique « Appliquer », donc le logiciel applique une correction. Et si le patient te dit « Ah non, j'aime pas ça », on a le bouton « Annuler ». Donc, en anglais, ça serait « Undo ». Et ça nous permet d'annuler ce qu'on vient de faire et on change tout simplement nos paramètres ici en haut pour essayer quelque chose d'autre. Quelque chose qui est pratique, quelque chose qui est intéressant, je vais être honnête, qu'on ne se sert pas nécessairement souvent. Mais dans un cas extrême où on est rendu au contrôle post-prothétique, je vais exagérer, 22, là, le patient vient toutes les semaines parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne fait pas. Bien, avant d'arriver à 22, quand on est rendu à 4-5, le patient revient. Là, 22, c'est pas, vous avez dû faire ça avant, c'est un peu long. C'est pas, là, on va voir. Puis là, des fois, on le fait avec le patient. Par exemple, je tourne l'écran, puis avec le patient, regardez ça. Ouais, ça, oui, c'est ça. Puis là, c'est vraiment, des fois, c'est hyper pointu, c'est minime, des fois, puis c'est 1 dB à 4700 Hz, puis ça fait toute la différence. Why not? C'est intéressant pour ça. Donc, on va prendre la pause tout de suite. Il est moins 10. Ma montre me dit de me lever. Fait que c'est pas... Faut que je me lève à toutes les heures. Non, je ne sais pas. Des fois, je passe à côté. Donc, on se revoit dans 10 minutes. Pardon. Donc, ça, c'est notre fameuse foire aux questions. Et ensuite de ça, on a notre gestionnaire d'acouphènes qui est ici. Honnêtement, on ne l'utilise pas. J'en fais du Unitron, puis je n'utilise pas leur masqueur d'acouphènes. Ils en ont tous des masqueurs d'acouphènes, mais j'en utilise qu'un seul. Il y en a 2 qui fonctionnent chez Signia et chez Phonak, chez Widex. Les autres, c'est des générateurs de bruit. Fait que c'est pas. Puis à un moment donné, le cerveau finit par s'habituer, puis le générateur de bruit n'est pas assez fort. J'ai une collègue au bureau qui porte des prothèses parce qu'elle souffre d'acouphènes. Elle a un léger début de surdité, mais ce n'est pas pour ça. Puis elle a porté du Unitron. Puis à un moment donné, puis évidemment, elle ajustait les prothèses elle-même, elle est audioprothésiste. Puis à un moment donné, le générateur de... Elle le portait, puis là, au bout d'1 mois, par exemple, il fallait qu'elle monte le générateur de bruit. Parce qu'à un moment donné, ça devient assourdissant, ça vient qu'à masquer la parole. Fait que
c'est pas super, super efficace. Fait que, il est là, mais on ne l'utilise jamais. Il y en a dans chaque manufacturier. Là. Avant, ce n'était pas tout le monde. Unitron était le dernier à en mettre un, mais ce n'est pas méga efficace, là, je vais être honnête. Là. Oui, Amélie? Oups, je baisse ma main, là, j'ai oublié de la baisser. C'est bon. Félix? Oui, là, Patrice, je viens de dire qu'il y avait une différence entre Unitron et, par exemple, Signia et Widex. C'est quoi la différence? Parce que Unitron, c'est un générateur. En fin de compte, les seuls chez qui ça fonctionne, c'est Signia et Widex. Tous les autres manufacturiers, c'est tous des générateurs de bruit. Toute la gang. Ce qui fait que le cerveau finit par s'habituer. Ça va fonctionner. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Ça va fonctionner, mais ça va fonctionner pour quoi? 1 mois et demi, 2 mois. Le cerveau s'habitue, puis le patient dit « Ah, mon acouphène, je l'entends. » Fait que là, on monte le générateur de bruit un peu. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on va arriver à la limite où ça va ce que ça va créer, c'est que ça va créer un problème important dans ça va venir masquer la parole, ça va venir masquer le signal. Tu sais, le que ça fait, il devient tellement fort que ça fonctionne, mais pas à long terme. Alors que chez Widex, quand on l'a vu, c'est le Zen, donc avec la théorie des fractales. Et chez Widex, ce qu'on appelle l'inhibition latérale, on va le voir comment on le fait. On fait vraiment un test. C'est un peu plus long, je vais être honnête avec vous. Ça ne fonctionne pas parfaitement, mais ça fonctionne mieux que les générateurs de bruit. Il faut vraiment trouver de façon spécifique avec le patient, son acouphène est situé où, puis à quelle intensité. On va le voir avec Signia. Puis là, on crée une espèce d'encoche qui va venir masquer cet acouphène-là. À long terme, ça fonctionne relativement bien, je te dirais. Je vais être honnête. C'est juste que la procédure est un peu plus longue que chez Widex, par exemple. Oui, Patrice? Et pour trouver où se situe un acouphène chez un patient, qui fait ça? L'autoprothésiste ou bien... Quand on fait dans l'ajustement de la prothèse Signia, c'est nous autres qui le fait. Il n'est pas toujours évalué par l'audiologiste. Il y en a certains audiologistes qui vont le faire, mais ce n'est pas tout le monde. Mais moi, je te parle dans la prothèse Signia parce que c'est comme ça qu'on va venir masquer son acouphène avec la prothèse Signia. Mais on ne fait pas ça chez aucun patient. C'est juste si je décide d'utiliser la prothèse Signia pour masquer l'acouphène. Oui, mais j'ai pas besoin de l'objectiver. Chez aucun manufacturier. Comment on fait pour trouver à quelle fréquence se situe son acouphène? Chez Signia, je vais vous le montrer, mais qu'on voit Signia, je vais vous le montrer. OK, donc il y a une application. Oui, il y a une procédure dans le logiciel à faire vraiment là, pour le mesurer. C'est vraiment. Chez Widex aussi? Pardon? Chez Widex non, aussi? C'est le seul qu'on le mesure. On ne mesure pas. L'acouphène, on n'a pas besoin de l'objectiver. Il y a juste chez Signia. Parce que l'algorithme qui traite l'acouphène a besoin de cette information-là. Chez Widex, on ne fait pas ça. Ce n'est pas nécessaire. On fait juste, comme je vous ai montré la semaine passée, on dit au patient, vous l'entendez, il ne faut pas qu'il soit trop fort, il faut qu'il soit perceptible. Donc, le zen, c'est pour ceux qui l'ont écouté la semaine dernière, hein, on fait juste l'écouter, puis c'est très, c'est pas, puis ça le masque comme ça. On a ajusté la semaine passée, j'en ai ajusté avec Naïma, ma stagiaire, puis, Naïma, vous la connaissez. C'est pas. Et c'est elle qui faisait l'ajustement de la prothèse. Puis chez le patient, elle a fait. C'est simple, là, ça dure 3-4 minutes. C'est pour le patient chez Widex. Chez Signia, c'est un petit peu plus long. Ça ne prend pas 2 heures, là, on s'entend, là, puis ça ne prend pas une demi-heure non plus. Là, puis ça peut peut-être prendre une quinzaine de minutes à peu près. Là, si jamais le patient a des acouphènes qui sont fluctuants, ça peut être un peu embêtant. Mais évidemment, à mon humble avis, le Zen chez Widex est plus efficace et beaucoup plus simple à utiliser. Mais ça s'utilise bien, ce n'est pas un problème. Configurer les fonctions, c'est là qu'on va retrouver la majorité de nos algorithmes. Dave, tu posais la question tout à l'heure. On les a au début quand on fait la sélection dans l'appareil, mais chez Unitron, c'est là qu'on va les retrouver beaucoup plus. Donc, on a le Sound Conductor qui est notre gestionnaire de son de façon spécifique. Donc, c'est lui qui va être en mesure de déterminer comment fonctionne la prothèse auditive. Et on voit ici là, notre amélioration de la parole et notre réducteur de bruit qui est à l'intérieur. Donc, le petit ici, là, de la conversation, on est capable d'ajuster. Dans chacune des situations d'écoute, on est capable d'ajuster l'effet de directionnalité au niveau des aigus, des médiums et des graves. On ne peut pas ajuster de façon spécifique chacun des 3 bandes de fréquences, mais en déplaçant le curseur qui est ici, c'est qu'on ajuste notre réducteur de bruit
qui va faire qu'on va avoir notre amélioration de la parole et notre réducteur de bruit qui va apparaître ici. Ces chiffres-là ici sont contrôlés par ce curseur-là. Et dans le centre nav, c'est là qu'on a chacune de nos situations d'écoute automatique. C'est là qu'on va être capable de les ajuster. C'est simple, honnêtement, ce n'est pas super complexe, mais ça se fait quand même bien. C'est pas, honnêtement, on ne joue pas énormément avec ça au départ. Au départ, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse le logiciel décider selon tout ce qu'on a entré comme information à l'intérieur. Là, c'est vraiment, quand on voit le patient en contrôle post-prothétique, et là, il se plaint de façon spécifique de certaines situations que l'on viendra ajuster, mais on laisse le logiciel, il est quand même très performant. Donc, on laisse les algorithmes à l'intérieur travailler pour nous. Et honnêtement, on va travailler probablement beaucoup plus dans la gestion des programmes. Donc, lorsqu'on va créer des programmes manuels, mais là, on a entre les mains une prothèse haut de gamme. Ce n'est pas la dernière génération, ce n'est pas la Next, mais si on avait une Next, ça serait le même principe. On va laisser la prothèse travailler pour nous. On n'a pas à se casser la tête à essayer de tout influencer. Ce qu'on peut, donc, comme on peut voir, je vous disais dans le sound conductor, c'est que là, on peut aller dans le sound nav et là, on va changer, comme je vous disais, ces petits curseurs-là et là, il va apparaître évidemment, de ce côté-là, du côté gauche, il n'y avait pas de prothèse, on le voit du côté droit. Voyez-vous, dans le calme, on n'a pas d'amélioration de la parole, mais il n'y a pas de conversation, mais le réducteur de bruit est à 2, alors que quand il y a du bruit, le réducteur de bruit est à 6,4. Dans la musique, l'amélioration de la parole est importante, mais on n'a pas de réducteur de bruit pour éviter que la prothèse, par exemple, prenne de la musique pour du bruit. Alors que si on voit dans les autres, par exemple, on voit les réducteurs de bruit, plus il y a du bruit, plus le réducteur de bruit est plus fort. On passe de 4 à 4,6 à 5,2 à 5,8. Mais c'est uniquement en déplaçant le curseur. Je ne peux pas changer de façon numérique. C'est vraiment avec le curseur. Mais ça, comme je vous dis, la prothèse va le faire pour nous. La prothèse va travailler pour nous, donc je n'ai pas à jouer. Ça pourrait arriver que le patient nous mentionne de façon très, très, très précise de dire, écoute, dans le bruit, je trouve que le bruit est trop présent. Là, on lui pose la question, oui, mais quand vous êtes avec quelqu'un, il dit, non, je prends une marche, puis je trouve que le bruit, puis ce n'est pas du vent. C'est pas, on a posé les questions nécessaires pour bien cibler son problème. Bien, évidemment, s'il nous parle du bruit quand il n'y a pas de parole puis ce n'est pas du vent, bien, c'est sûr qu'on va aller travailler sur celui-là. Mais c'est en contrôle post-prothétique. On ne le fera pas d'emblée. Le patient va lui demander de se concentrer par rapport à son COSI. On a sorti les situations d'écoute dans laquelle il y a de la difficulté, puis on va lui rappeler lorsqu'on va faire de la livraison de la prothèse. Bon, selon les différentes difficultés que vous avez, bon, là, vous allez regarder, vous m'avez dit que vous vouliez faire moins répéter votre femme ou votre mari, c'est un homme ou une femme, évidemment. Votre chum ou votre blonde, peu importe, non-genré, non-binaire, non, il n'y a pas de... C'est votre conjoint, on va utiliser ça comme ça. Votre conjoint, votre conjointe, faites attention, est-ce que vous la faites moins répéter ou plus répéter? Regardez ça, vous m'avez dit que vous vouliez baisser le son de la télé, c'était important. Vérifiez ça. Vous disiez que quand vous alliez au restaurant, il n'y a plus personne qui nous dit ça. On n'y va plus au restaurant. On va recommencer à y aller bientôt. J'ai hâte. Bon, j'avais de la difficulté là. Donc, on va faire cette... j'avais des patients où il y avait de la difficulté au restaurant. Ben, quand je l'ai revu en COSI, c'est une situation qui a non été testée. Hein. Les restaurants, on n'y va plus. C'est plus vrai. À la POC, vous pouvez y aller, gagne chanceux. Vous pouvez aller manger à l'Azimut ou au Subway, au McDo. Je ne sais pas. Ce n'est pas la grande gastronomie pocatoise. Il n'y a pas tant de restos là, pour ceux qui restent dans la région de Québec. Mettons, on en a comme un peu plus, mais c'est normal. Mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on va être capable de régler plusieurs autres situations que les patients nous avaient soumis, mais étant donné qu'on n'a pas été capable de recréer ces situations-là. Mais c'est là qu'on va le faire en contrôle post-prothétique. Sinon, on laisse l'algorithme. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on laisse l'algorithme travailler. Donc, là, on se retrouve dans les entrées. Dans les entrées, c'est les modes microphoniques. Le Spatial Awareness, celui-là, il est intéressant parce que c'est que si on a une résonance de conduit, donc si on a mesuré la résonance, le REUG, non, le RE, le Real Ear Unaided Response, la résonance naturelle du conduit, ce qu'on a mesuré, ce qu'on ne mesure plus. Mais si vous travaillez dans une clinique qui le mesure à chaque fois, bien là, vous pourriez, par exemple, il est toujours d'emblée à moyen parce qu'on suppose que quelqu'un a une résonance de conduit moyenne. Mais si on avait, par exemple, un patient qui a une cavité mastoïdienne, par exemple, bien, il faut avoir une résonance qui est beaucoup plus basse parce qu'il y a un gros conduit. Donc, on pourrait ajuster ça. Honnêtement, on y touche peu, mais c'est vraiment pour quelqu'un qui aurait une résonance de conduit qui soit très, très basse
ou très, très élevé. Donc, beaucoup plus en haute fréquence ou beaucoup plus en basse fréquence. Et honnêtement, lorsqu'on regarde, je n'ai pas une résonance de conduit à 700 Hz puis une résonance de conduit à 8000 Hz. J'étais à genre 2000, 2004, 2007. Ce n'est pas une énorme différence, mais c'en est une. Donc, quand on parle d'entrée, c'est ça pour le Spatial Awareness. Et ensuite, lorsqu'on tombe dans les autres, là, c'est vraiment le mode microphonique qu'on utilise ici. Donc, l'effet pavillon, donc, ils ont essayé de façon algorithmique de recréer l'effet du pavillon. Donc, l'effet de focalisation du pavillon. On a de la directionnalité fixe élargie, fixe restreinte. On a de la directionnalité adaptative. Donc, on est capable de changer ces modes microphoniques-là. C'est la directionnalité. Évidemment, la directionnalité adaptative optimale chez Unitron, c'est l'effet pavillonnaire, l'effet pavillon. Mais c'est encore là le logiciel qui le calcule. Donc, encore là, c'est vraiment quand on va venir changer ces modes microphoniques-là, ça va être vraiment lorsque le patient nous aura, en contrôle post-prothétique, nous aura soumis des situations très, très particulières qui fait qu'on va travailler à ce niveau-là. Donc, évidemment, là, on a le MediaNav, donc notre fameux sound connector, notre TV connector. Là, on va pouvoir venir jouer sur nos microphones. Si on se rappelle, chez les autres fabricants, on était capable de le faire aussi, donc d'atténuer le microphone par rapport à le streaming, par rapport à la télévision. Et on va le faire la même chose, Nav Music, c'est si on écoute de la musique via notre téléphone cellulaire, par exemple. Donc, c'est là qu'on va être capable de l'atténuer, donc d'être capable d'atténuer le mode microphonique, donc ce qui vient du streaming audio par rapport au microphone de la prothèse auditive. Là, d'emblée, il est ajusté à -6, donc le microphone de la prothèse est -6 décibels moins fort que ce qui rentre via le streaming. Donc, on pourrait le mettre à beaucoup plus bas ou on pourrait le mettre beaucoup plus haut. Donc, on va avoir plus de son qui vient de la prothèse. C'est rare, mais ça peut arriver, donc on est capable de le faire. Et ensuite de ça, on a notre contrôle du bruit de vent. Donc, comme on peut voir dans le calme, dans un petit groupe ou dans une foule, il est à off, dans le bruit, il est à faible, mais voyez-vous, dans le bruit sans conversation, il est à modéré. On peut changer ça. C'est pas. Puis le patient, encore là, c'est qu'on va poser les questions. Le patient va me dire, le bruit du vent me dérange. OK, dans quelles circonstances? Vous êtes dehors, je reviens au golf parce qu'ils vendent sur un terrain de golf, là, mais je prends une marche au bord du fleuve, vous demeurez à la Pocatière, donc ils vendent tout le temps. Je vais le mettre à modérer partout, même quand il est dans la maison. J'ai l'impression qu'ils vendent dans la maison aussi. C'est pas, je fais des blagues, mais c'est parce que vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur? Donc, d'essayer de le cibler de façon spécifique pour qu'à la rigueur, si on a besoin de créer un programme spécifique. Moi, j'ai une patiente dans la région de Port-Neuf qui, elle prend une marche au bord du fleuve, été comme hiver. Ils vendent dans Port-Neuf, elle demeure à Port-Neuf Station, je pense. Ils vendent, fait que dans son cas, j'y ai créé un programme de bruit de vent avec le bruit de vent, pas le générateur, l'algorithme qui contrôle le bruit de vent à maximum. Fait qu'elle va chercher ce programme-là, puis c'est son programme marche. C'est juste qu'en pleine marche. Aussitôt qu'elle rentre à la maison, elle retombe au programme automatique parce que c'est la seule difficulté. Elle a d'autres difficultés, elle a une surdité, là, mais c'est le problème qui n'était pas réglé de façon automatique par la prothèse auditive. Donc, c'est notre gestionnaire de bruit de vent, on le rencontre là et on l'ajuste là. L'autre, c'est l'anti-choc. L'anti-choc, c'est notre algorithme qui gère les bruits d'impact rapide. Une porte qui claque, de la vaisselle qui casse. Quelqu'un qui travaillait dans une cuisine de restaurant, par exemple, c'est sûr que dans son cas, dans un petit groupe, dans une foule, dans le bruit, même dans pas de conversation, dans le calme ou dans le bruit, je le mettrais à max, là, dans son cas, parce que dans le calme, avec conversation, ça n'existe pas dans une cuisine. C'est tout le temps bruyant. Fait que ça Jonathan, tu avais levé la main, je pense? Oui, par rapport au gestionnaire de bruit de vent, oui. Certaines des catégories semblent un petit peu contre-intuitives. On est à l'extérieur dans le vent lui-même, est-ce qu'il est calculé comme du bruit ou en fait, le calme, c'est-tu carrément la parole? C'est pas. Si on regarde de la façon que c'est ici, c'est avec de la parole. Puis dans le deuxième, ici, c'est pas de conversation. C'est pour ça que bruit, la logiciel le calcule comme si on était à l'extérieur. Si il n'y a pas de conversation, tu es dans ta maison puis il y a du bruit,
enlève du bruit. Là, il y a quelque chose qui fonctionne théoriquement dans la maison. C'est pas, il pourrait avoir du bruit, par exemple, parce que tu cuisines dans la maison, mais tu vas avoir un réducteur de bruit de vent qui va venir travailler sur le vent, mais tu n'en auras pas. Lui, il va calculer que le bruit est à l'extérieur et il risque d'avoir du vent. C'est pour ça qu'il est plus fort. C'est pour ça que c'est, exemple, dans le cas de conversation, est-ce qu'on est en train de gérer dans le bruit, ce n'est pas dans du faible bruit, c'est que le générateur de vent, le contrôle du bruit de vent va travailler faiblement, modérément ou fortement? Est-ce que c'est ça? Ben, en fin de compte, on le voit là, dans ce cas-là, la façon que la prothèse fonctionne, c'est est-ce qu'il y a de la parole ou non? Et Ouais. ça va influencer son fonctionnement. Puis si on regarde dans celui-là, il n'y a pas de conversation. Dans le bruit, il va travailler de façon modérée. Ça veut dire qu'il va travailler plus fort que, évidemment, s'il est à faible ou s'il est à off. OK. Donc, dans ce cas-là, c'est que là, la prothèse détermine j'ai de la parole ou j'en ai pas. Donc, il comme sous-divise. La prothèse rentre dans le sound conductor. Okay. Et ensuite de ça, le sound nav s'en occupe pour dire j'ai de la parole ou j'en ai pas. Et là, il va avoir un traitement spécifique. Je suis dans le calme ou je suis dans le bruit. Okay. C'est là l'algorithme est assez évolué pour le déterminer. Ça va? Donc, on avait notre gestionnaire de bruit d'impact rapide qu'on trouve dans la majorité des prothèses auditives, sinon la totalité des prothèses. Donc, c'est lui qui nous permet de porte qui claque ou des choses comme ça. Donc, comme je vous disais, là, il met à modérer pour être sûr parce que, évidemment, on va toujours avoir de la vaisselle qui cogne, on va avoir des ustensiles qui... moi, j'ai des patients, des fois, qui me disent depuis que j'ai mes prothèses, j'ai l'impression que quand je défais le lave-vaisselle, j'ai l'impression que je casse la vaisselle à chaque fois ou quand je la range, j'ai l'impression que c'est... Donc, il faut ajuster ça. Quand on a ce type de commentaire-là, on a encore des rôles traditionnels avec nos patients. Là. Nos patients, ils en ont 80-85, fait que c'est madame qui fait la vaisselle. Fait que il va dire ma femme défait de la vaisselle, j'ai l'impression qu'elle casse la vaisselle. OK. Là, je vais le mettre plus fort. Je vais le mettre en situation beaucoup plus. Je vais le mettre à maximum, par exemple. Lorsqu'avec conversation, dans le bruit, je vais le mettre à maximum. Parce que sa femme risque de lui parler, il risque d'écouter la télé. Puis je mettrais probablement dans une foule en même temps, un maximum, dans un petit groupe. Pas dans le calme de façon spécifique, mais dans le bruit, parce qu'aussitôt qu'il va avoir du bruit, donc la prothèse va tomber de calme à bruit ou dans le bruit. Fait que j'aurais tendance à travailler sur ça si le patient se plaint qu'on casse la vaisselle chez eux à cette heure. Là, voyez-vous, on me parle de l'anti-Larsen, mais je ne l'ai même pas encore mesuré. Donc, d'emblée, au départ, je l'aurais mesuré et là, la prothèse va le mettre à l'intérieur, donc notre anti-Larsen. D'habitude, il est toujours à modérer. Je ne sais pas pourquoi Unitron, c'est comme s'il y avait à l'intérieur 2 gestionnaires de Larsen. Et je ne comprends pas pourquoi il y a celui-là alors que je le mesure. Donc, si je le mesure, la prothèse ne peut pas rentrer en feedback parce que je vais avoir mis les filtres nécessaires aux endroits où il pourrait y avoir du feedback. Celui-là, c'est dans les anciennes générations de prothèses, on avait 2 types de gestionnaires de Larsen. On avait le Larsen qui pouvait être généré par la coquille, l'embout, la ventilation, et un autre qui pouvait être créé, par exemple, par des hautes fréquences, et que la prothèse pouvait des fois ou non confondre avec les hautes fréquences, en musique, par exemple, des choses comme ça. Ça aussi, c'est un des vestiges. On n'a plus vraiment de problème avec celui-là, fait qu'on ne l'ajuste jamais, on n'y touche pas. C'est extrêmement rare, quand je dis extrêmement, je n'y ai jamais été, de modifier cet ajustement-là. C'est un vestige des anciennes générations de prothèses. Il y a encore cet algorithme-là à l'intérieur, mais on n'y touche pas parce qu'on l'optimise de toute façon. Fait qu'on sait les endroits où il pourrait y avoir du feedback ou il ne pourrait pas y en avoir. Donc, ensuite de ça, on a 2 programmes spécifiques, donc MyMusic, qui est dans la musique. Donc, on peut lui donner, un peu comme on a sur les radios, on peut lui donner un certain type de fonctionnalités rock, classique, machin, le jazz et tout ça. Donc, on est capable. Donc, ça donne une réponse fréquentielle un peu différente, comme on a sur nos radios dans les voitures, par exemple, ou sur nos téléphones intelligents, on est capable de gérer ça. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Je vais être bien honnête avec vous, je trouve que c'est j'aurais aimé mieux avoir, plutôt, au lieu d'avoir ça, parce que c'est très générique, d'avoir vraiment le contrôle par rapport aux fréquences. Je trouve que ça aussi, c'est un ancien vestige. Et dans les automatismes, donc, ils appellent ça automatisme, c'est le gestionnaire de transition.
Donc, ça se trouve dans le SoundNav. Donc, quand je passe d'un environnement à l'autre, donc de conversation dans le calme à dans un petit groupe, dans un groupe, dans une foule à calme et tout ça, comment se fait la transition entre ces différentes situations d'écoute-là? Est-ce que ça se fait rapidement? Donc, on pourrait changer de modéré à maximum. On pourrait le mettre faiblement où le patient veut que ça soit beaucoup plus smooth. Il veut pas, parce que certains patients sont plus sensibles et ils sentent quand la prothèse, même si c'est automatique, que la prothèse, quand elle change de programme, dans les programmes automatiques. Donc, c'est vraiment, je vais être honnête, c'est chacun qui le voit, mais d'emblée, c'est à modérer. On joue de moins en moins. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est de moins en moins. Je vais être honnête, ce n'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement, même rarement. Programme automatique et programme manuel. Donc, on a nos programmes du SoundNav, qui est notre gestionnaire de programmes automatiques. Donc, on en a 7. Puis, on a 3 autres places pour pouvoir ajouter des programmes manuels. Donc, conversation dans le calme, on pourrait l'ajouter en lui donnant une modification, calme, bruit, voiture, avion, musique, lieu de culte, téléphone via le combiné. Donc, le téléphone acoustique. Si on avait une prothèse avec une bobine T, donc on aurait téléphone via le T, on l'aurait. Mais on peut avoir également, et ça, Unitron, le mode muet. Donc, il y a des patients qui disent, on avait ça à l'époque dans plusieurs manufacturiers, donc un mode muet, un mode mute. Donc, le patient dit, des fois, je fais telle affaire et j'aimerais ça être capable de fermer ma prothèse. Mais tu lui dis, vous ne la fermerez pas, elle va devenir muette, donc il n'y a pas de son qui va passer à travers la prothèse, mais vous n'avez pas il n'y a pas de son qui vient dans la prothèse. Il y a des patients qui aiment ça. Ce n'est pas fréquent, mais c'est un truc qui existe chez Unitron. Ça peut être intéressant de le voir, de l'avoir, et le patient, il va de façon manuelle. Ça peut être intéressant. C'est là qu'il y a notre gestionnaire de programme. Notre optimisation du Larsen, on clique dessus, cette fenêtre-là apparaît. Donc, on dit au patient, veuillez informer votre patient qu'une série de tonalités sera entendue durant le test. Le niveau n'excédera pas les limites du MPO. Vous devez être dans un environnement calme et que l'aide utile soit correctement insérée dans l'oreille du client. Donc, on voit, si on fait le test ici, mais après avoir fait nos ajustements de prothèse, ça cause un problème. Honnêtement, moi, je le fais d'avance. Donc, si j'ai des limites, parce qu'effectivement, oui, notre gestionnaire de Larsen peut limiter le gain. Donc, c'est sûr que ça va avoir une influence quand même relativement importante. Donc, cette fenêtre-là apparaît, on dit au patient, on n'a pas parlé, le test se fait, et ensuite, ça apparaît. Donc, on voit ici, là le test, quand je me suis amusé avec, là, on voit, là, ça va limiter mon gain. Je ne pourrais pas donner de gain entre ces fréquences-ci. On voit là, la ligne noire ne me donne pas la possibilité d'augmenter le gain au-delà de 4000. Ce n'est pas très grave au-delà de 4000, mais ça génère que mon gain en bas de 4000, ici, va être diminué, puis je n'aurai pas la pleine mesure d'être capable de jouer avec mon volume. Alors que si on regarde, lorsqu'on a un gestionnaire où je n'ai pas de fuite, ben là, j'ai du jeu. Vous voyez la différence, là? C'est quand même important. Donc, quand on a terminé ça, on tombe dans notre fin d'appareillage. Donc, on a les différents paramètres de la prothèse, les bips, la configuration inside, je vais vous en parler, le rapport d'adaptation. Donc, dans les paramètres de la prothèse, évidemment, dans ce cas-ci, avec un RIC, avec un bouton à bascule comme ça, on peut monter, baisser le volume, changer de programme, activer, désactiver le microphone selon des appuis longs ou des appuis courts. Accepter, rejeter l'appel parce que c'est branché avec le téléphone cellulaire. Il faut vraiment savoir, est-ce que je permets tout ça à mon patient? Dans certains cas, ça vaut la peine. Dans certains cas, non. Donc, il faut vraiment faire attention à ce niveau-là parce que ça nous donne quand même énormément de choses. Puis le patient, un appui bref ou un appui long, c'est quoi la différence entre les deux? Il faut être en mesure de l'expliquer correctement. Mais le bouton volume, le bouton à bascule, va servir à énormément de fonctions. Ça n'a pas uniquement ce qu'on appelle le contrôle de volume, parce qu'à la base, ça sert à ça, mais ça a énormément d'autres fonctions. C'est comme je disais, on peut changer le programme, on peut désactiver le microphone de la prothèse en appuyant sur le bas du bouton. On peut, lorsqu'on est en streaming, on peut accepter ou rejeter un appel. Ça fait quand même beaucoup de choses. Donc, comme on peut voir dans le Bluetooth, évidemment,
la même chose chez Phonak que chez Unitron. Dans ce cas-là, j'avais qu'une seule prothèse. Mais si j'avais 2 prothèses, il faut que je dise de quel côté le téléphone cellulaire va répondre dans la prothèse. Ça va être à gauche ou à droite. Le streaming se fait, le signal est transféré de l'autre côté, mais l'appel ne rentre pas dans les 2 oreilles. Il rentre dans une et il est transféré vers l'autre. Le patient, il ne voit pas de différence, honnêtement. Mais c'est important de spécifier de quel côté qu'on veut que ça rentre. Ça n'a pas d'autres implications que ça. Ensuite de ça, le TV connecteur. Est-ce qu'on veut qu'il soit automatique, manuel ou manuel avec bip? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis un célibataire, je reste dans ma maison, je suis tout seul. Je vais peut-être utiliser la fonction automatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma prothèse auditive, aussitôt qu'elle va percevoir que le TV connecteur est en marche, ça va rentrer dans mes prothèses auditives. Si j'ai des enfants et qui écoutent Pat' Patrouille, puis j'en ai ras le pompon de Pat' Patrouille, fait que si je passe devant le TV connecteur puis ça rentre automatiquement, pour ceux qui ont des jeunes enfants, ça a l'air que c'est le MOS Pat' Patrouille. Moi, c'était les Teletubbies quand ils étaient jeunes. C'est une autre génération. Pour ceux qui ont la même âge que mes gars, bon, Myriam, tu as l'âge de mes gars, tu te souviens des Teletubbies quand tu étais petite. Fait que, c'est pas. Amélie, ça doit être ça pour les kids, là, Pat' Patrouille, ou pour les plus vieux, je ne sais plus c'est quoi, là. Non, pas tant. Moi, il y avait les Razmoquettes, puis quand ils ont évolué, c'est devenu les Razbitumes. Écoute, c'est pas. Je les connais, c'est tout. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est que nécessairement que maman écoute les Teletubbies parce que c'est automatique. Donc, le patient peut l'avoir manuel. Donc, si on le change à manuel, ça veut dire que quand le TV connecteur il s'assoit à la télé, il presse sur le bouton de sa prothèse et là, il est capable d'aller chercher la fonctionnalité. Dans l'autre cas, manuel avec bip, ça peut être tannant parce que ça veut dire que quand tu passes devant le TV connecteur, il va biper. Ça veut dire qu'il est ouvert. Maman qui ne veut pas écouter les Teletubbies ou les Schtroumpfs ou les je ne sais pas quoi, c'est pas, tu sais, le papa, je dis maman, mais papa aussi, c'est pas, tu sais, ça passe devant, puis c'est manuel avec bip, ça peut être tannant. Il faut juste le spécifier avec le patient. D'emblée, il est sur automatique, mais si monsieur ou madame ne veut pas d'écouter ce que Germain ou Germaine, si madame ne veut pas écouter le hockey de Germain quand il l'écoute, c'est peut-être intéressant de l'avoir à manuel, mais quand il écoute tous les 2 Star Academy, ben, c'est peut-être, ça a commencé hier, je pense, j'écoutais la radio un matin, puis il en parlait. Ça a l'air que les gens ne sont pas super satisfaits, ça a l'air que les gens faussent, puis ça a l'air qu'ils ont fait des sélections. Ça va être beau. Bon, trêve d'Amélie dit oui. Je ne sais pas, j'écoutais ma série sur Netflix. Donc, c'est ça. Donc, c'est automatique. Pour revenir à ce qu'on disait, soit c'est automatique, le TV connecteur est là et ça rentre automatiquement dans la prothèse. Manuel, donc le patient doit l'actionner. Manuel avec bip, ça veut dire qu'il est à la portée du TV connecteur. C'est ça, là. Le contrôle de volume, donc, on a une plage de volume de 20 décibels, 10 en haut, 10 en bas, mais on peut réduire cette plage de volume-là. Donc, on est capable de le faire. Le programme de démarrage, donc le Sound Navigator, et j'avais placé 15 secondes d'attente dans la prothèse, ce qui est éternellement long pour rien, mais c'est juste pour vous montrer que c'était là dans le démarrage, que quel est mon programme de démarrage. Normalement, dans ce type de prothèse-là, c'est toujours le programme automatique, donc celui-là, c'est SoundNav. Chez Widex, on avait universel. On va voir chez Phonak, ça s'appelle, je ne me rappelle même plus. C'est la même chose, c'est le programme automatique qui va rentrer. Mais on pourrait choisir de démarrer sur un autre programme. Je ne vois pas l'intérêt, mais chez les enfants, on va avoir l'intérêt, par exemple, quand ils rentrent à l'école, pour que ça puisse être sur le programme de type FM. Et c'est là qu'on va mettre le retard de démarrage. Le data logging, on peut l'activer ou le désactiver. Moi, je trouve que c'est intéressant de l'activer, mais on pourrait le désactiver. Voilà. C'est ce qui nous donne. Si on va au streaming, c'est la même chose. Le streaming, voyez-vous, là, notre définition, on avait standard tantôt sur le streaming. Donc, un appui bref, c'est monter le volume de la diffusion et réduire le volume de l'environnement. Et si on presse le bouton du bas, donc, on réduit le volume et on monte le son de l'environnement. La même chose, le téléphone Bluetooth, la sonnerie, donc accepter l'appel, rejeter l'appel. Donc, on fait simplement appuyer sur le bouton. Et le téléphone Bluetooth, si on n'est pas en cours d'appel, on peut monter le volume de l'appel, en cours d'appel, pardon, donc monter le volume de l'appel ou diminuer le volume de l'appel et l'appui là, on termine l'appel. Donc, voyez-vous, le même bouton va servir de façon standard, monter, baisser le volume, changer les programmes. En streaming, de monter ce qui vient du streaming et d'accepter ou de rejeter l'appel ou de monter ou de réduire lorsqu'on est en cours d'appel. Donc, le même petit bouton. Donc, comme je vous disais, il faut vraiment enseigner à nos clients de façon spécifique ce qui est important parce que le comportement du bouton volume est quand même extrêmement varié.
Dans les BIP, on en a moins. On peut choisir, on va le voir tout à l'heure, donc on peut choisir, là, c'est pour faire entendre aux patients. Donc, le programme automatique quand il sonne, la batterie faible, la fin de la période d'essai, donc parce qu'on est avec un trial, volume max, volume graduation, la sonnerie et le son de démarrage. Donc, je veux dire, quand si on a des programmes automatiques, puis on a des programmes manuels, donc quand on change de programme et qu'on revient, puis le son de démarrage, l'espèce de petite mélodie qu'on peut avoir. Là, on peut changer le volume et la tonalité, donc le volume peut être modéré, fort, faible, très faible, ou très fort, et la tonalité peut être c'est grave, moyen ou aigu. Donc, c'est vraiment la tonalité qui va faire la différence à ce niveau-là. Dans l'activation, c'est important, c'est là parce que là, on va se dire, ouais, mais si je ne veux pas qu'il n'y a pas de changement de programme, mon patient, comment je fais pour désactiver cette fonction-là? Bien, c'est ici. On voit là, ils sont volume, graduation du potentiomètre, son du démarrage. Le patient qui ne voudrait pas d'entendre la mélodie de départ, bien, c'est là qu'on va le désactiver. Donc, c'est dans le bouton activation. Et ensuite de ça, on a la durée de l'essai, donc environ 6 semaines, environ 4 semaines, environ 1 semaine, environ 2 semaines. C'est là qu'on va en déterminer la longueur. Et évidemment, l'essai démarre, donc parce que c'est des trials. Évidemment, on n'a pas ça sur les autres prothèses. Donc, l'essai démarre aussitôt que je clique sur « Enregistrer ». Lorsque je termine ma session, donc soit que je clique sur le bouton X ou sur la petite disquette qui est ici pour enregistrer. Donc, ça permet de démarrer l'essai. Ce qui est particulier chez Unitron, ça c'est nouveau, c'est qu'il y a une fenêtre qui apparaît et de dire « Céduler le prochain rendez-vous ». C'est comme s'il voulait nous rappeler de ne pas oublier de céduler le prochain rendez-vous pour éviter que le patient se retrouve avec une prothèse morte dans les oreilles. D'habitude, on cédule toujours le rendez-vous, mais c'est comme un rappel qui se fait, puis ça ne change rien qu'on le note ou qu'on ne le note pas. Ça n'a pas d'importance. C'est que dans le logiciel, on va le noter dans notre agenda, évidemment. Ensuite, la configuration des insights. Les insights, c'est ce que le patient, c'est ce que ça va nous permettre. Ça va nous permettre de faire l'ajustement à distance. Mais si vous vous rappelez, chez Phonak, lorsqu'on l'a vu, je pouvais envoyer des bonhommes sourires à mon audioprothésiste, je pouvais y donner des commentaires et tout ça. Il faut les activer à l'intérieur. Donc, c'est la configuration qui appelle Insight. Donc, se connecter à MyUnitron, on a un code, chaque bureau, chaque audioprothésiste a ses propres codes MyUnitron pour activer ses patients. Tu vas activer les Insights, donc l'échange avec courriel via le logiciel. Ensuite, il faut générer le code d'activation, ce qui nous permet de, lorsqu'on a donné l'autorisation au patient, il faut qu'il rentre ce code-là et là, le logiciel est connecté avec son application. Évidemment, il y a téléchargement de l'application au départ. Donc, c'est toujours ça qu'on demande aux patients. Lorsqu'on fait la livraison de prothèses auditives, bien, au moment où on l'a rencontré à la sélection, on lui a dit, OK, téléchargez telle application dans votre téléphone parce qu'on va en avoir besoin. Ce n'est pas tous les bureaux qui ont des réseaux Wi-Fi pour les clients. Il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas, mais sur les réseaux clients, télécharger, ça peut être long. Puis on ne veut pas nécessairement donner accès à nos réseaux standards dans le bureau aux clients, fait qu'on leur dit toujours, chez nous, on leur dit, téléchargez l'application, voici le nom de l'application, on va sur leur téléphone, on dit, regardez, là, elle s'appelle comme ça, regardez l'image, c'est ça que vous allez télécharger en arrivant à la maison. Il y en a qui disent, c'est pas grave, LTE, je vais le faire tout de suite, tu rentres les impressions sèches, par exemple. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas de données cellulaires sur leur téléphone. Donc, c'est pas à la maison, sur leur Wi-Fi, on leur dit, vous allez le faire. Puis quand on va arriver, là, on va pouvoir jumeler les prothèses. On va pouvoir jumeler tout ça. Parlez-en à vos patients de l'application. Elle est intéressante. Il faut leur parler également de l'ajustement à distance. Il y a des patients qui ne veulent pas l'activer. Moi, je vous dirais qu'on est à 50-50 à peu près. Il y a 50% des patients qui disent « Ah oui, on va l'activer », d'autres personnes vont dire « Ah non, je préfère attendre ». Puis c'est correct. On leur dit que ça existe. L'application, si on n'active pas la consultation à distance, elle ne sera pas activée, c'est tout. Mais que l'application qui puisse s'en servir, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment de cette façon-là. Donc, ça génère un code, il faut l'activer. Je vous parlais tout à l'heure, voyez-vous, dans ce cas-là, bon, la préférence de langue du patient, c'était évidemment le français, puis il n'y avait pas d'adresse courriel qui avait été placée à l'intérieur du système. Sauf que autoriser l'activation du client, bien, ça, c'est via MyUnitron. Fait que ce n'est pas le client, on va mettre l'adresse du client pour qu'il puisse recevoir la notification.
Au début, je vous avais parlé, là, vérifier la compatibilité du smartphone, du téléphone intelligent. Donc, si on clique dessus, on a cette fenêtre web-là qui rouvre. Et là, on entre à l'intérieur le téléphone cellulaire, le numéro. Là, écoutez, j'ai pris un iPhone 6 Plus, on s'entend-tu que c'est un vieux téléphone? C'est pas. Puis là, voyez-vous, là, ils disent que le téléphone est arrivé à ce moment-là, la version du Bluetooth, et ça prend le iOS, donc 9, 10, 11 ou 14, mais minimum 10.2 pour que l'application, la Remote Plus App fonctionne. Donc, la Remote Plus App, c'est l'application qui est à l'intérieur qui permet de faire l'ajustement à distance. Puis là, c'est ça. Donc, ils disent, dans ce cas-là, dans les Discover et Discover Next, parce qu'ils nous ont donné, ils donnent la possibilité d'avoir la génération suivante. Donc, ce modèle est compatible pour les appels sans fil. Click here to open the pairing instruction. Donc, Moxie R pour les rechargeables et on a pour les Moxie Fit non rechargeables. Donc, vous avez une petite vidéo pour vous dire comment vous faites le pairage. Et la Remote Plus App, this model is compatible with the Remote Plus App. Et là, vous avez le même petit vidéo, comment je fais pour les pairing instructions. Et ensuite de ça, vous avez le rapport d'adaptation, donc ce que vous voulez imprimer. Honnêtement, on va cliquer sur rapport d'adaptation, puis on va l'imprimer, puis c'est nous qu'on va, comment je peux vous dire ça? On va le garder. Dans certains cas, ce qui est intéressant, le guide de démarrage à imprimer, ça peut être intéressant pour le patient parce que là, ça va lui expliquer toutes ses fonctionnalités au niveau de ses boutons. C'est intéressant pour ça. Sa période d'essai va être inscrite aussi, ses indicateurs, comment ça fonctionne. Je peux lui envoyer par courriel ou l'imprimer. Donc, si j'ai beaucoup de fonctionnalités avec le bouton patient, je vais l'imprimer. Alors que si je n'ai pas ça, le rapport imprimé, ça va être cliqué, rapport professionnel, et je vais l'imprimer un peu comme on retrouvait chez Phonak, le rapport long, le rapport court. Mais je peux avoir un rapport à imprimer au patient, ça peut être intéressant. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on va le faire. Puis c'est pas, mais honnêtement, on n'imprime plus à l'époque, il y a 5-8 ans, on imprimait. Et puis on laissait ça au dossier. Pour se rendre compte qu'on a gaspillé beaucoup de papier pour rien parce que c'est dans la prothèse auditive. Fait que même si je perds ma base de données, mon ordi plante, je n'ai pas de backup, ce qui n'est pas bien, mais admettons, j'en ai pas, je ne sais pas, peu importe. Ce qui fait que, puisque je ne suis pas capable d'avoir accès à ma base de données, bien, quand mes patients viennent, je lis sa prothèse puis je recrée ma base de données si je n'ai pas pris de backup. Puis dans sa prothèse auditive, évidemment, je vais en perdre un bout, je ne perdrai pas ces vieilles prothèses. Si j'ai des patients que j'appareille en numérique depuis 2006, j'ai leurs vieilles prothèses dedans, c'est pour ça que c'est bien de prendre des backups, mais au moins j'ai la programmation de sa prothèse auditive maintenant. En pire des cas, je l'ai. Fait qu'on n'imprime plus à cette heure, mais de toute façon, on a des backups, puis on est sur serveur. Ce n'est pas la base de données n'est pas en stand-alone dans les ordis. C'est juste sur mon portable que là, je n'ai pas le choix, il faut que je fasse des backups régulièrement. Régulièrement, c'est-à-dire à toutes les semaines, que je laisse sur une clé USB s'il arrivait quelque chose. Mais à part ça, j'ai pas on n'a pas besoin de le faire, les backups se font automatiquement. Donc, dans les insights, en fin de compte, c'est que là, on a le data logging qui est en même temps. Et il y a quand même plusieurs choses qui sont intéressantes à l'intérieur de ça. On a la vue globale du data logging. Donc, bon, là, Prothèse, je l'ai utilisé nombre d'heures par jour pendant 7 jours, 15 heures par jour. J'étais dans SoundNav 100%, donc dans le programme automatique. Je n'étais pas dans le MediaNav parce que je n'ai pas utilisé ce programme-là, puis je n'ai pas répondu au téléphone, sauf que je me suis amusé, moi, à faire quand même plusieurs modifications. Fait que voyez-vous, dans le calme, à 2 du temps, dans un petit groupe, je laissais la radio ouverte sur mon ordi, puis la prothèse était à 40 du temps. Dans une foule, donc quand il y avait de bruit. Dans le bruit, pas de conversation. Dans le calme, bien ça, c'est parce que la prothèse, malheureusement, est tout seule dans mon bureau. Dans le bruit, ils mettent une balayeuse, c'est un peu particulier. Puis musique, moins de 1 Fait qu'il y avait peu de musique quand j'étais... Fait qu'on voit, mais ça, c'est important, le style d'écoute du patient. Pourquoi? C'est que vous allez voir, ensuite de ça, dans le Log It All qui est ici, c'est une option qui est intéressante. Je vais vous montrer à quoi elle sert. Ensuite de ça, on a utilisation. Et là, voyez-vous, là, j'ai baissé puis j'ai monté le volume. On le voit ici. Donc, dans une foule, j'ai baissé. Dans le bruit, j'ai monté.
juste pour vous montrer que ça ici, ça changeait. Donc, on retrouve notre usage moyen, mais les modifications de volume. Et on a le petit bouton ici « Appliquer ». Donc, c'est intéressant d'appliquer les modifications chez les patients parce que là, c'est vraiment leur préférence suite à l'utilisation qu'ils ont fait de leur prothèse. Donc, c'est intéressant de l'avoir. Ce qui est intéressant, il y a juste Unitron qui a ça, c'est Logetal. Logetal, c'est-à-dire que le patient, par exemple, il a une technologie neuve à l'intérieur de sa prothèse auditive. Donc, ça couvre toutes ces situations d'écoute-là. Mais si je change de technologie, j'amène de la 5. Là, on voit là, 40 du temps. Il a passé dans tout le temps, il a passé au moins 41 heures en petit groupe. Mais là, le patient dit, ouais, haut de gamme, là, je n'ai pas montré pour le 7, là, mais on voit les colonnes qui ne sont pas utilisées. Donc, la prothèse est moins, les algorithmes sont moins performants dans ces situations-là. C'est quand même 46 du temps d'utilisation du client. Donc, on dit 50 du temps, il va passer à côté d'une meilleure définition. Fait que ça amène quelque chose, ça amène un argument de vente. C'est pas, j'ai utilisé ça, mais de dire au patient qui est hésitant, on a fait du trial avec, on a essayé du 3, du 5, du 7, on s'est promené. Regardez, dans l'utilisation que vous en faites, là, le 7 serait bien meilleur parce que le 3, vous allez manquer beaucoup de situations. Ça va aider, puis ça, c'est le seul, c'est unique à Unitron, puis je trouve ça intéressant. C'est que ça nous permet de voir, moi, ça m'est déjà arrivé, un patient, on avait mis du 9, puis finalement, du 3, ça faisait. Il est chez eux, il écoute la TV. C'est le patient pour se rendre compte que les colonnes étaient pas du 3, c'est du 5 qu'on lui a vendu, pas du 3, mais le 5 convenait à ses besoins. Les autres situations n'étaient pas utilisées. Ça te permet, puis c'est visuel, fait que tu le montres au patient. C'est rare que c'est l'inverse, c'est rare que si vous avez eu du 7 au lieu du 5, regardez, votre prothèse aurait mieux défini vos situations d'écoute, vous auriez été plus performant. C'est intéressant pour ça. Donc, vraiment, et au surplus, fonctionnalité perdue par rapport à la technologie neuve, on voit là. C'est ce qu'on n'a pas à l'intérieur de la prothèse. Donc, c'est intéressant. Là, je ne l'ai pas mis sur le 7, mais on va le voir dans le laboratoire la semaine prochaine. Vous pourrez vous amuser. Mais c'est intéressant. C'est le fun pour ça. Et là, les évaluations, honnêtement, j'en ai pas. La fenêtre est vide. C'est ce que le patient, c'est la communication avec le patient. On a configuré le Insight au départ. Je ne me suis pas envoyé de bonhomme sourire ou de bonhomme triste ou de bonhomme fâché. C'est ça qui apparaît pour les différents messages. Comme je vous avais montré avec Phonak, on est capable de communiquer avec le patient. Donc, c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Ensuite de ça, à la fin, enregistrer les données du client, sauvegarder et sortir. Donc, c'est important de sauvegarder dans les aides auditives et à la base de données. Et on finit avec sauvegarder avec succès. On est content, on est heureux et c'est super bien. L'application, donc la Unitron Remote Plus, donc c'est l'application d'Unitron qui est une télécommande. Mais beaucoup plus que ça. Ça permet de contrôler le volume, changer le programme. Il y a un equalizer dedans, le réglage à distance. Ça te permet de mettre des prothèses à muet aussi. Recevoir des notifications du coach sur la façon d'entretenir et de maintenir votre instrument auditif. Donc, la prothèse, c'est une espèce d'entraînement à l'intérieur de l'application. Regarder des vidéos, ajuster l'équilibre ambiant, ajuster l'intensité du masqueur d'acouphène si jamais on a utilisé le masqueur de bruit, le masqueur qui est un bruit, puis accéder à de l'information reliée à l'état de la pile et le temps d'utilisation. L'application est compatible avec les instruments auditifs Unitron avec la connectivité Bluetooth. Donc, de plus en plus, les applications, contrairement à Widex où j'ai l'application, j'ai la ToneLink et j'ai la Widex, mais Widex, puisque ça prend un remote à part pour qu'on puisse se brancher à distance, donc ça prend comme 3 applications. Puis la 4e qui est la Widex Zen-Tinnitus, si on va aller chercher quelque chose de plus avec le patient. Je trouve que le ToneLink qui est intéressant chez Widex, parce que ça permet de créer des programmes automatiques géolocalisés. Ils pourraient tous mettre ça ensemble. Je trouve que Widex se sont comme éparpillés beaucoup. Maintenant, avant, on avait énormément d'applications. Puis là, maintenant, on commence à regrouper toutes ces applications-là en une seule qui nous permet de faire beaucoup de choses. Ce n'est pas l'ordre du minimalisme, je ne déteste pas. Écoutez, il n'y a pas tant de diapositives. Il n'y en a pas tant. Non, il y en a plusieurs. On va prendre la pause tout de suite. 10 minutes pour finir les diapos après, parce que sinon, je vais dépasser beaucoup trop. Je n'ai peut-être pour peut-être une vingtaine de minutes, là, ce qui est peut-être trop, sans pause. Là, puis, on va prendre la pause tout de suite, puis on vient un peu avant, entre moins 5 et 10 heures. Ça va? Good. Donc,
On repart. Pardon. Ici. Donc, il y a quand même plusieurs notions qui sont importantes dans la norme ANSI pour les mesures in situ. Tu sais, souvent, vous avez peut-être tendance à croire, puis ça, j'en avais déjà parlé, que la norme ANSI, c'est uniquement la mesure de conformité. Tu sais, on branche ça, on va sur le Verifit, il y a une mesure ANSI, puis c'est ça qu'on fait. Ben non. La mesure ANSI est une norme, en fin de compte, les normes ANSI, tout est normé dans notre industrie. La fabrication des prothèses auditives, la fabrication des instruments de mesure, le placement des patients, tout ça, et c'est ce qu'on va voir, et c'est quand même important parce que ça peut avoir une influence importante. Donc, la norme ANSI dans les mesures in situ, c'est que ça nous donne les paramètres au niveau de la salle de mesure, de la calibration, de la positionnement du patient, du haut-parleur, de la sonde, du niveau de pression sonore utilisé et également du type de signal utilisé. On ne peut pas faire ce qu'on veut n'importe comment, n'importe quoi, n'importe quand. On peut le faire n'importe quand, mais il y a quand même des normes par rapport à ça. Au niveau de la salle de mesure, ça norme le faible niveau de bruit ambiant plus une faible réverbération. Donc, évidemment, dans nos salles d'examen, il y a un bruit ambiant qui est faible, mais également une faible réverbération. Donc, on n'aura pas des murs en verre, par exemple, ou des murs en miroir, des trucs comme ça, ce qui va être une aberration de toute façon. Donc, on a des salles qui sont quand même relativement bien insonorisées. Sauf qu'il y a une chose qui est hyper importante, c'est que la norme nous dit que le niveau sonore du bruit ambiant doit être de 10 décibels sous la plus faible mesure utilisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre plus faible mesure utilisée est 55. Donc, le bruit ambiant doit être de moins de 45 et moins. Là, vous dites, ouais, c'est pas... Sauf que dans certains bureaux, ça fait quand même 7 ans que je fais de la supervision de stage, dans certaines salles de consultation, quand la ventilation part, on monte à 70 dB. J'ai un sonomètre dans mon téléphone, je l'ai mesuré. Puis là, tu mesures 55 la voix faible, puis tu as 70 dB qui sort de la ventilation. Il faut y réfléchir, il faut y penser. Probablement que vous n'avez pas, pour ceux qui travaillent déjà en clinique ou qui voient des clients, des fois, la ventilation, la climatisation part l'été ou le chauffage part l'hiver. Là, tu entends le son arriver dans la ventilation. Là, tu l'entends démarrer. Ben, 45 dB, c'est pas fort. C'est vraiment pas. Si vous faites une mesure à 55, puis votre son, la salle, vous êtes à 65, il y a un problème. Puis je l'ai déjà vu. Il faut être conscientisé de ça. Ta mesure minimale doit être 10 dB plus basse. Ton niveau de son doit être 10 dB plus bas que ta mesure minimale. Bon, si tu ne fais jamais de 55, il te manque une mesure, mais si tu n'en fais jamais, ben, tu l'adaptes, mais c'est vraiment 10 dB en bas, puis c'est important. Dans la salle d'examen, ça a son importance. Pour moi, avoir vu dans des bureaux où le mur, tu as la salle d'examen, puis le mur qui est pour sortir de la salle d'examen, c'est une vitre. Bon, elle est blurrée, là, excusez le terme, là, elle est, on ne voit pas au travers, là, mais c'est une vitre. Qu'est-ce qui est plus réverbérant qu'une vitre? Pas sûr que tu as un miroir peut-être, c'est pas, mais c'était pas adapté. C'était pas, puis d'autant plus que c'était pas tout. J'ai vu des affaires en stage où il y a une fenêtre dans la porte. Mais la fenêtre, il n'y a pas de support, il n'y a rien. N'importe quel. Puis en plus, c'était le corridor, puis les patients qui allaient à la salle de bain passaient là, vivent la confidentialité. On va savoir qui est dans la salle des bains. Oui, c'est ça, Marianne, c'est pas. Tu sais, c'est non, je t'ai vu. Mais c'est important. Quand vous arrivez, moi, c'est arrivé, j'ai été faire une supervision de stage, je vois dehors. Mais les patients qui marchent sur le trottoir me voient dans la salle d'examen. La confidentialité, ça va être beau, man. C'est pas plusieurs. Dans certaines cliniques, tu vois dehors. Mais ils ont appliqué quelque chose dans la fenêtre qui fait que ça va être souvent de la pub que tu as dans la fenêtre. Fait que tu vois très bien dehors, ce qui est le fun. Mais de dehors, tu ne vois pas en dedans, même si les lumières sont allumées. Ils ont réfléchi, ils ont pensé, ce qui est très bien. Il faut que tu te poses la question, quand je suis dehors, puis que la lumière est allumée, puis c'est le soir, je vois-tu comme il faut en dedans? Tu peux voir des ondes, c'est pas grave. Mais tu sais, je ne suis pas capable de déterminer qui est la personne. C'est important. Tu sais, ça, là, la confidentialité, elle est importante. Mais ça, c'est important. Donc, le bruit ambiant, c'est 10 dB sous la mesure la plus faible qu'on va utiliser.
Donc, ensuite de ça, évidemment, la calibration, vous le savez, je vous en parle, mais c'est parce qu'on revoit, c'est de rendre la sonde transparente acoustiquement. C'est ça le but de la calibration. Vous le faites à toutes les semaines. On se place de 15 à 90 cm. 90 cm, c'est loin, c'est quasiment 3 pieds. Là. C'est 15 cm, c'est 6 pouces. Là. C'est pas 15 à 90 cm pour faire la calibration. D'habitude, on se place à peu près ça à 15-20 cm. Là, je sais pas, puis on fait la calibration, c'est important. Donc, c'est le type de signal qu'on va obtenir lors de notre calibration. Donc, ça rend notre sonde acoustiquement neutre, donc transparente. Et évidemment, il y a le positionnement du patient. Donc, dans la norme, ce que ça nous dit, c'est que le patient doit être entre, on voit là, c'est 2 fois la mesure 0,5 à 1 mètre. Donc, il doit être entre 1 à 2 mètres d'une surface réfléchissante, d'un mur ou d'une fenêtre. Ensuite, l'audioprothésiste doit être à 1 mètre du patient et le patient doit être entre 0,5 à 1 mètre, donc avec azimut 0, donc avec le haut-parleur. Donc, c'est important, que évidemment, ce n'est pas juste à l'arrière là, on le voit, c'est à l'arrière du patient. Donc, c'est important de ne pas avoir de surface réfléchissante qui est à l'arrière du patient. Évidemment, nous, on est à 1 mètre de lui, puis si possible, qu'il soit aussi minimum à 1 mètre du mur qui pourrait être au fond de la salle, qu'il soit comme au centre de la salle pour qu'on soit là. Le problème qu'on a présentement, c'est qu'on a des plexiglas dans nos salles d'examen. Puis moi, c'est déjà arrivé faire une mesure à 85 avec un patient, puis là, le plexi s'est mis à vibrer. Ça, je pense que je suis trop proche. C'est pas, mais il faut y penser parce que moi, je peux être à 1 mètre de lui, mais le plexi est proche de lui. Nos salles n'ont quand même pas 20 par 20. C'est nos salles d'examen. C'est pas sont plus petites que ça. Fait il faut juste y penser. On recule le plexi parce que c'est une surface réfléchissante. Donc, il faut faire attention, mais c'est important de penser qu'il faut qu'il soit à 1 à 2 mètres d'un mur. Nous, on est à 1 mètre, puis lui doit être entre 50 cm à 1 mètre du vérifite à l'azimut 0. Évidemment, il y a une deuxième façon de placer le patient, c'est que le haut-parleur est à 45 degrés. Donc, normalement, là, vous allez me voir, normalement, le haut-parleur est en face comme ça. On dit 1 mètre, c'est à peu près une distance de bras du patient, mais il peut être à 45 degrés comme ça, mais il peut être également à 45 degrés comme ça ou comme ça. Donc, pour certaines personnes qui ont des haut-parleurs sur le bureau, par exemple, au lieu d'avoir le haut-parleur sur pied, ou d'utiliser le haut-parleur externe du vérifite au bureau. Chez nous, par exemple, on a des haut-parleurs soit qu'on met sur le bureau ou qui sont sur pied. Et tu peux le mettre sur le bureau, le haut-parleur, donc le patient est face à toi, tu es à 1 mètre, tout ça. Mais il faut juste s'assurer qu'on est vraiment, qu'on ait quelque chose, peut-être pour le surélever, le haut-parleur, si le patient est très grand, puis le 45 degrés, parce qu'on a le droit à 45 degrés en hauteur et de côté gauche-droite. Oui, Amélie? Quand tu parles de haut-parleurs sur pied, tu parles par exemple des haut-parleurs, des Axiom, par exemple? Oui, Axiom, mais Donc, c'est ça, mais tu sais, sur Vérifite 1 et Vérifite 2, tu peux avoir des haut-parleurs externes aussi. Tu n'es pas obligé que tu achètes à part, genre. Oui, c'est ça. Ben, nous, dans les Vérifite 1, on a toujours utilisé des haut-parleurs externes chez nous. On n'a jamais utilisé le haut-parleur interne. Je ne sais pas, au début, ça venait avec, fait qu'on a toujours C'est gardé. quoi l'avantage? Ben, l'avantage, c'est que ça te permet de positionner le vérifite différemment. C'est que moi, le patient ne fait pas face au vérifite. Parce que s'il fait face au vérifite, je suis obligé d'être à côté de lui quand je prends ma mesure pour faire les changements, tandis que là, je mets l'écran du vérifite, mettons, de biais avec moi, j'ai mon écran d'ordi, puis j'ai le patient face à moi. Fait que lui, il ne voit pas. Ben, je lui dis, inquiétez-vous pas, je vais vous les montrer les mesures après, parce qu'ils sont toujours là, puis ils s'avancent, ils veulent voir, là, c'est maudite ma mère. Mais c'est que le haut-parleur externe me permet de positionner le patient droit, bougez pas, regardez le haut-parleur, de le positionner correctement, puis de ne pas être obligé de placer le patient, de déplacer le patient. Alors que c'est pas chic dans certains bureaux, ce qu'ils utilisent, ils utilisent par exemple une chaise à roulettes, ils avancent le patient, c'est le haut-parleur externe. Puis là, tu es à côté du patient, tu as ton ordi. Ça dépend de la configuration. Nous, de la façon qu'on a fait la configuration, elle n'est pas meilleure qu'ailleurs, c'est juste de cette façon-là qu'on le fait. C'est qu'on a un haut-parleur externe, puis on positionne le patient face au haut-parleur. Ça nous permet sans être obligé de le déplacer. On peut le rouler. Moi, j'ai de la misère avec les chaises à roulettes parce que déjà que je n'ai pas de talent avec ma propre chaise à roulettes, des fois, je donne un coup de genou, puis à part, puis je m'assis dans le vide. Ça m'est déjà arrivé devant des patients, m'asseoir à terre. C'est peut-être de toute beauté, les 4 fers en l'air. Ma petite madame de 94 ans, ça ne me tente peut-être pas qu'il essaie avec sa canne, machin. On l'assoit, puis c'est ce qu'on a décidé, et d'amener le haut-parleur. On a une espèce
On appelle ça un banc à haut-parleur chez nous. C'est un truc qui nous permet de surélever le haut-parleur, puis on le place correctement. Étant donné qu'on tolère 45 haut, bas et gauche-droite, mais on place toujours le haut-parleur à 0 azimut, puis on est capable de, je n'ai pas un compas à 45 degrés, mais 45 degrés, c'est quand même pas mal. Je ne suis pas toujours à 0, 0, là, c'est pas, des fois, je peux être à 10 ou je peux être, 45 degrés, c'est quand même beaucoup, mais ça nous permet de le positionner. Puis combien de fois tu essaies de faire sur un Verifit 2 une mesure bilatérale, puis là, tu tasses le Verifit, tu tasses le patient, puis là, tu n'arrives pas, puis là, tu taponnes pour que tu sois pile dessus, alors que quand tu as juste le haut-parleur, c'est beaucoup plus facile. Et je vais vous avouer candidement, parce qu'avec le Verifit 2, tu es capable de faire une mesure bilatérale. Quand je n'arrive pas du premier coup, je les fais une après l'autre, ça fait pareil. C'est pas, tasse le patient, tasse le Verifit, si, ça. J'obtiens la même mesure, là, c'est pas, puis des fois, il faut taponner longtemps. Hein, fait que c'est vraiment de cette façon-là que je vais le faire. C'est l'avantage qu'on a trouvé, Amélie, pour répondre à ta question, le haut-parleur externe. Et le deuxième avantage, quand il est sur pied, c'est que je suis capable de faire des tests de directionnalité avec lui. Parce que là, je place un haut-parleur en arrière, puis j'utilise le haut-parleur interne comme haut-parleur avant. Et là, ça lui permet d'avoir du bruit à l'arrière, de la parole en avant. Puis là, ah oui, c'est vrai, là, le bruit a diminué en arrière. Ça me permet de lui montrer. Je ne l'utilise pas souvent, je vais être honnête, parce qu'il faut brancher le haut-parleur dans un socket différent, puis je suis haut-parleur arrière. Mais c'est la seule façon, excusez, c'est la seule façon que ça nous permet de faire des tests de directionnalité avec les clients. Ça répond à ta question? Tu peux baisser ta main, s'il te plaît. Donc, c'est deux façons de positionner le patient. Toujours entre 1 à 2 mètres d'une surface réfléchissante. Nous, on est à 1 mètre. Il est à entre 50 cm et 1 mètre du haut-parleur, mais il peut être à 0 ou à 45 en haut, en bas, 45 gauche-droite. C'est les deux façons. C'est la norme NC qui le détermine. Également, le positionnement de la sonde, c'est la même chose. C'est plus petit égal à 5 mm du tympan, donc la distance. Comme le RECD, la sonde doit excéder au minimum 5 mm de l'embout, sauf que si je suis à 4 mm du tympan, ben, je ne pourrais pas excéder l'embout. Par exemple, si j'ai un embout qui est extrêmement long. C'est très, très rare, on s'entend. Mais c'est pas, c'est les deux conditions qu'NC nous donne. Mais sauf que si j'ai un embout ou une coquille qui est extrêmement longue, ben, il faut que je sois en dedans de 5 mm du tympan. Mais si je ne suis pas à 5 mm de l'embout parce que je n'ai pas cette distance-là, ben, écoutez, c'est pas. Je n'ai pas le choix, je ne mettrai pas le tympan plus loin ou je ne passerai pas par le tube transtympanique du patient pour être à 5 mm du tympan. Il faut être logique aussi. Là. Mais le plus important, c'est que notre sonde est à moins de 5 mm du tympan. À 5 mm ou moins, et on doit excéder de 5 mm ou plus l'embout. C'est sûr que si j'ai 10 mm, puis que 10 mm entre la fin de l'embout et le tympan, puis je suis à l'intérieur du 5, ben, je remplis les deux conditions. C'est quand même... mais ça, on essaye de le voir, mais sauf que je ne suis pas capable de le mesurer. Oui, je suis capable de le mesurer 5 mm au bout de l'embout, mais ce qui est plus important, c'est d'être à 5 mm du tympan. Théoriquement, si je suis à moins de 5 mm du tympan, je vais être à plus de 5, mais avec le marqueur, pour être sûr qu'on est à plus de 5, ben, on peut faire... C'est pour ça qu'on a la bague, qui va nous donner notre 28, 27, mais on peut faire une deuxième marque avec un marqueur sur la sonde. Donc, là, je suis à 5 mm. M'assurer que mon marqueur qui est au tragus normalement, mais ma deuxième petite marque, que je suis effectivement à plus de 5 mm de la fin de la coquille ou de l'embout. Ça a quand même une... Même si je ne vois plus la marque, ça veut dire que je le suis. C'est quelque chose qui est quand même important à noter. La sortie maximale, on le sait, c'est 85-90 et la parole est à 55, 65, 75. Je sais qu'on est capable de mesurer à 50, qu'on est capable de mesurer à 60, c'est ça, mais la norme, c'est 55, 65, 75. Même si Phonak nous dit 50, eux autres, la voix faible est à 50, chez Signia, c'est à 50, on mesure à 55. Pareil. Aussi, le speech, qui est la parole LTAS, c'est un balayage de son sinusoïdal. Donc, le type de signal utilisé, ce n'est pas un son ululé, un bruit composite, un signal dynamique, un bruit de bande étroite. C'est vraiment un balayage de son pur qui est sinusoïdal, donc qui est sinusoïde. Donc, c'est vraiment ça. Et le speech, c'est notre parole LTAS avec notre fameuse plus 12, moins 18. Là. Donc, c'est important. C'est les deux types de signaux qui sont utilisés. Du signal ululé, ça existe. Du bruit composite, ça existe. Du dynamique, ça existe. Du bruit de bande étroite, ça existe. Bruit de bande étroite. Ça existe, mais ce n'est pas ceux-là qu'on utilise. C'est la parole.
Donc, ça peut être la parole en anglais, en français. En anglais, il y a deux sons, il y a deux phrases, la carotte et les yeux. Et en français, je pense qu'il y a celle elle a sauté sur le jeu parce qu'elle faisait partie de la deuxième ligne d'attaque. Puis je ne sais pas s'il y en a une autre en français. Là, moi, j'utilise la carotte depuis 20 ans. Fait que, quand c'est un autre signal, j'ai un peu embêté. Là, je suis comme tout désarçonné, puis je suis tout mélangé. Non, c'est pas. Puis de Naïma au bureau, elle utilise le vérifie 2, fait qu'elle utilise la phrase en anglais. Ce qui est important de dire aux patients, c'est que, il n'y a pas besoin de la répéter, surtout quand c'est une phrase en anglais, et de lui dire que c'est une phrase qui est phonétiquement équilibrée. Donc, même si elle est en anglais, c'est pas grave. Après, être en espagnol, ça serait pas grave, puis même après, être en italien. En italien, tu aurais du mamma mia, puis il chialerait après quelqu'un, parce que les Italiens ont toujours l'air fâchés quand ils parlent. Bon, je fais des blagues, mais c'est pour ça. Mais la phrase, c'est Audioscan. Si les gens disent pourquoi être en anglais, bien, Audioscan est américain. Fait que s'ils ont mis du son en anglais, si ça avait été québécois, bien, ça aurait été ah ouais, patine, lève tes patins. Il y a un autre mot avant patin dans Slapshot, là, mais bon. Donc, la procédure préliminaire in situ. On calibre la sonde, on ajoute les données du patient dans Verifit et de NOAA. Donc, on place les données, on branche les prothèses. Évidemment, là, on parle des mesures in situ, donc notre pré-réglage est déjà fait. Là, c'est le moment où on fait la livraison des prothèses auditives. Évidemment, les accessoires et ou les prothèses sont chargés, c'est hyper important. Quoi de plus désagréable que de livrer un accessoire ou une prothèse qui est déchargée? Expérience vécue. Ça m'est arrivé. Ça, c'est de ma faute. Je charge les prothèses auditives, je teste, ça fonctionne tout. Et grand champion comme je suis, je ne ferme pas les prothèses. Je les serre dans la boîte, ça va très bien. J'arrive au patient, il restait 5 dedans. Fait que tu jases avec le patient, tu recharges la prothèse vite pour avoir un peu de jus dedans pour être capable de faire, mais c'était pas brillant. Tu sais, tu livres du haut de gamme rechargeable, pas chargé. Yeah! Bravo, champion. Continue. Tu vas finir par l'avoir. Tu vas finir par comprendre comment ça marche. Donc, on branche les prothèses. C'est important que les accessoires soient effectivement rechargés. Positionnement du patient, donc l'ajustement physique de l'appareillage. Donc, la longueur de l'écouteur. Si on avait choisi un écouteur de longueur 3, alors que ça prendrait un 1 ou un 3, par exemple, ou un 2, ça, c'est important. On a pris la mesure, mais des fois, ça arrive que ça ne fit pas, il faut changer. Ou le confort de l'embout, on fait des modifications, la longueur du tube de l'embout, s'il est trop long ou pas, donc c'est important. Et ensuite de ça, évidemment, on fait nos visualisations du CAE tout le temps, mais ça, on le fait à chaque fois. Moi, je vous dirais, là, une VCAE, là, c'est à chaque fois que le patient s'assoit dans ton bureau. Il vient pour un contrôle semi-annuel, il vient te poser une question, tu regardes dans ses oreilles à chaque fois. Ça va finir par être une habitude, vous allez le prendre en note à chaque fois, puis comme ça, le patient ne pourra pas dire « Ah, mais là, j'ai quelque chose dans mon oreille. » Non, j'ai checké, j'ai vérifié, j'ai regardé, puis on le dit au patient. Je vais vérifier dans vos oreilles. Ah, comme ça m'est arrivé une fois, le patient dit « J'entends pas bien. » Je regarde, il y avait un dôme dans l'oreille. J'ai enlevé le dôme dans l'oreille, je regarde dans l'autre oreille, il y avait un dôme dans l'oreille, mais lui, il avait mis un autre, puis je ne sais pas, il aurait pacté ça pour que c'est sûr que ça soit plein, je ne sais pas. Quand ce n'est pas des sérustopes, quand ce n'est pas des, on ne sait pas, fait que c'est pas, oui, ça arrive. Fait que, théoriquement, dans la gestion du cérumen, on n'est pas supposé d'enlever ça, mais là, le dôme était près du bord de l'oreille. Je vais l'enlever, non, c'est pas avec. Mais c'est ça. Donc, visualisation, c'est important à chaque fois. Parce que ça va vous permettre de savoir si s'il y a un peu de cérumen dans le bas du conduit auditif, il faudra passer par-dessus pour pas que la sonde soit bouchée par le cérumen. Donc, super important. Visualisation, on l'indique au patient. Je vais regarder dans vos oreilles. Je vais placer des sondes à l'intérieur de vos oreilles parce qu'on a des mesures à faire. Ça va chatouiller, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, ça ne fera pas mal. Donc, c'est important de rassurer le patient puis de lui parler tout le temps quand on fait les... Évidemment, si vous avez un patient saut profond, vous enlevez ses prothèses et essayez de lui parler, là, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, évidemment, placement des prothèses auditives dans le conduit auditif externe. Évidemment, quand vous avez branché les prothèses, prenez une note, les prothèses, laissez-les sur muet. Donc, que les microphones ne soient pas activés. Pourquoi? Certains patients, lorsqu'ils vont entendre un son fort, ça va activer leur acouphène. Donc, si la prothèse est en marche et elle siffle et je l'insère dans l'oreille du patient, je pourrais créer chez des patients acouphéniques la mise en marche de leur acouphène. Donc, il faut faire attention, on la met à muet. Ensuite de ça, on fait la procédure du test de Larsen. Donc, on explique au patient, vous allez entendre un son. Souvent, chez certains audioprothésistes, par exemple, c'est qu'ils montrent l'écran du test
Donc, de dire, regardez, là, c'est marqué, lisez les deux phrases. Il faut garder le silence, il ne faut pas bouger, puis si c'est trop fort, faites une mention du doigt. On procède au test de Larsen, et ce qui complète la procédure préliminaire. La semaine prochaine, l'autre semaine, mais qu'on vient de la relâche, on va voir la procédure complète. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va le voir. Oui, Patrice? Donc, pour être bien certain, on peut faire le test de Larsen avec une prothèse sur mute. Oui, absolument. Oui, quand même. Oui, ça, ce n'est pas un problème parce que l'algorithme, il va ouvrir les microphones. Il va le faire. Dans la séquence de test, quand tu vas la lire, il va te mettre sur muet, tu mets les prothèses dans l'oreille du patient. Le patient va quand même entendre un son. Oui, le patient va entendre un son, oui, tout à fait, il faut lui dire. OK. Mais ça change quoi de mettre la prothèse sur mute? Comme j'expliquais, c'est que ça évite d'avoir du sifflement quand tu approches ta prothèse dans l'oreille du patient et ça peut déclencher une approche. OK. Oui. Donc, il faut la mettre en muet. Les patients sont très sensibles par rapport à ça. Ça va? D'autres questions? Ben, j'en aurais deux autres. Vas-y. C'est le temps, je suis là. Ben, la première, si tu devais faire une espèce de comparaison générale entre les prothèses Phonak et Unitron. Je prendrais du Phonak, pardon. Unitron, leur Discover Next, c'est la puce Sword 2, alors que la nouvelle, dans la Paradise, c'est la nouvelle puce Prism. Fait que c'est ce que tu ajustes chez Unitron dans la Discover Next, c'est des Marvel 2.0. C'est l'ancienne génération. José, qui est une bonne amie, là, José Provost, la représentante, elle ne serait pas contente de m'entendre dire ça, mais c'est la vérité. C'est ça. C'est la vie. Puis la vie, c'est comme une boîte de chocolat, puis des fois, ben, tu pognes quelque chose, puis c'est de la merde qu'il y a dedans. Fait que c'est ça. Non, je fais des blagues, mais c'est ça pareil. La réalité, c'est pas des mauvais. Les Marvel, c'était de très bonnes prothèses, mais pourquoi je ferais payer aux patients des Marvel 2.0 sous le brand Unitron Discover Next alors que je pourrais vendre des Paradise? Qui sont une coche au-dessus. Je pourrais lui vendre des More avec la plateforme Polaris. Je pourrais lui vendre des Edge AI, des Livio AI Edge chez Starkey qui sont au-dessus. Je pourrais lui vendre des Moments chez Widex qui sont au-dessus. Unitron, c'est une bien bonne compagnie. C'est pas mauvais, mais c'est le petit frère. Puis le petit frère, ben, il porte le linge usagé du grand frère. OK. Je ne sais pas, je suis enfant unique. Moi, je le donnais à des cousins. Fait que je n'ai jamais porté le linge, mais ceux qui viennent d'une famille plus nombreuse, ça existe. C'est quelque chose qui est de porter le linge je parle des T-shirts ou des trucs comme ça, là, puis ça arrive. Là. Moi, j'ai 2 enfants, puis c'est arrivé que le plus jeune a porté des T-shirts du plus vieux parce qu'il grandissait trop vite. C'est la vie. Ton autre question après, Patrice? Puis oui, il y a une petite chose qui m'embête un peu. Au début, au début, complètement, lorsqu'on a le choix entre utiliser le réglage de l'aide auditive et créer un nouvel appareillage. Ouais. Dans le cours 1, en fin de compte, c'est simple. C'était écrit « Attention » en rouge. Oui, parce que c'est « Attention » en rouge pour une raison qui est fort simple. Là, ce que tu vas faire, là, par exemple, là, je livre la prothèse au client. Moi, j'ai fait un préajustement il y a 2 semaines sur sa prothèse. Il y a 1 semaine, par exemple. Donc, j'ai déjà des données, j'ai déjà préprogrammé la prothèse. Donc, quand je viens pour lui livrer que je lis la prothèse, je ne dois pas faire une nouvelle programmation parce qu'elle est déjà faite dedans. Il faut que j'utilise les données de la prothèse. Lorsqu'on fait l'ajustement initialement d'une prothèse qui n'a jamais été portée par le client, on fait une nouvelle programmation. Mais lorsque je vais lire les données de sa prothèse, je ne fais pas une nouvelle programmation. Il faut que j'utilise les données de la prothèse. C'est ça qui est super important. Je suis où dans le processus? J'ai-tu déjà programmé la prothèse? Le patient revient en contrôle post-prothétique, tu ne fais pas une nouvelle programmation. Non, évidemment. Tu perds tout. Non, mais tu dis évidemment, mais vous êtes des stressés de la souris, puis vous cliquez vite, puis je ne parle peut-être pas toi de Patrice, parce que c'était peut-être de ma génération. Nous autres, on prend le temps de lire. Mais les jeunesses dans le bureau, là, les petites jeunesses, là, puis qui cliquent comme des déchaînés sur des souris, puis je n'ai pas remarqué. Mais c'est pour ça que je vous avertis depuis le début de la session de lire les questions parce que vous ne les lisez pas. Vous allez vite, vous n'avez pas. L'étape 1, c'est de faire ça. Donc, c'est important de lire parce qu'on va se faire apprendre. Ça va arriver, ça m'est arrivé. Je clique sur
nouvelle programmation. Ah non, c'est pas ça. Bien, évidemment, c'est un patient appareillé, fait que j'ai été chercher les données de la dernière. Fait que, tu sais, c'est d'éviter ces problèmes-là. Puis en labo, nous, Vous faites toujours une nouvelle programmation, sauf si vous avez commencé à travailler sur votre rapport. Là, vous avez utilisé la prothèse Phonak, par exemple. Ou la prothèse, je ne sais pas, c'est celle qu'on a Oticon. Là, quand vous allez retourner dans le labo pour continuer votre programmation, prenez les prothèses, prenez les données de la prothèse. OK. C'est important parce que sinon, vous allez tout perdre dans la prothèse. Malgré que vous êtes capable d'aller rechercher la dernière programmation que vous avez faite, mais avant de faire un petit malaise cardiaque ou vous créez des palpitations. Mais sinon, quand on commence un nouveau labo, on crée un nouvel appareillage. Oui, vous faites un nouvel appareillage parce qu'il y a déjà des données dedans. Puis même si vous, par exemple, vous utilisez les données dans la prothèse, un, ça se peut qu'elles ne soient pas du bon côté. Puis deux, que les nouvelles données que vous allez avoir mis à l'audiogramme ne sont pas les bonnes. Fait que vous allez devoir de toute façon faire une nouvelle programmation. Jonathan, tu avais la main levée? Oui, c'est juste pour retourner un petit peu à la première question de Patrice. Quand tu compares deux types de prothèses comme ça, un avec une nouvelle technologie, l'autre avec la vieille, es-tu transparent à ce point-là avec tes patients? Je ne leur en parle pas. Les patients, la marque, ils s'en foutent. C'est moi qui choisis pour eux. Oui, OK. Mais je veux dire, au niveau de la distribution d'informations, où il faut quand même garder un certain secret au niveau de l'industrie. Moi, je ne suis pas lié avec aucune compagnie. Moi, je ne leur parle pas du Nitron, tout simplement. C'est un choix corporatif qu'on a fait au bureau. OK. Tout simplement. C'est pas. Le patient, lui, la marque, honnêtement, ce n'est pas un char qui vient chercher. Là. Quand tu vas chercher une voiture, tu vas t'acheter une Mercedes, tu vas t'acheter une Tesla, tu vas t'acheter une Honda, tu vas t'acheter une Nissan. Mais le patient vient chercher des prothèses outils et un service professionnel. La marque de la prothèse pour lui, à moins qu'il ait déjà eu la marque, à part ça, c'est pas parce qu'il est bien adapté et ça fonctionne bien. Mais nous, en tant que professionnels, on est liés envers nos patients et non envers. Oui, toujours. Parfait. Toujours. Manufacturier, c'est une relation de business que tu as avec. Que je choisisse de ne pas faire affaire avec lui, c'est un choix que j'ai fait. Puis le manufacturier en est parfaitement conscient, puis on n'est pas pires amis pour ça. Hein. Oui, Dave? Mais moi, ma question, c'est en lien avec le rapport parce que, en fait, je sais que moi, dans mon rapport, mon premier, je ne sais pas mon deuxième, mais mon premier, j'ai besoin de 2 prothèses auditives. Fait que c'est sûr, il faut que j'en emprunte à quelqu'un. Oui. Mais là, si j'emprunte une prothèse, je fais des ajustements sur les deux, puis là, ben, je redonne sa prothèse à la fin. Mais là, je me rends compte que j'avais besoin de faire d'autres choses, mais là, elle a sûrement déjà fait d'autres. Fait que ça peut-tu fucker? Non, parce que tu vas aller chercher, toi, tu vas avoir enregistré dans NOAA les modifications que tu as faites dans la prothèse. Puis les derniers ajustements, tu es capable de remettre les ajustements de cette session-là. Mettons que tu as fait ça le 4 février, puis tu as emprunté la prothèse à Jade, par exemple. Puis là, tu as fait tes affaires, tout ça, puis tu as imprimé ton rapport, puis tu as redonné la prothèse à Jade, puis elle a travaillé dessus parce qu'elle s'est pratiquée pour whatever. Mais toi, tu dis, oh non, shit, j'ai oublié quelque chose. Fait que toi, tu vas reprendre, Jade, prête-moi la prothèse. Tu vas la rebrancher, puis tu vas aller chercher ta session du 4 février que tu vas réimplanter dans la prothèse, tout simplement. C'est la joie de NOAA. OK. C'est donc, tu peux aller chercher des ajustements que tu as fait il y a 1 an sur la même prothèse et les réimplanter dedans. Ce n'est pas un problème. OK. Fait que c'est pas, tu fais juste ouvrir NOAA avec cette donnée-là, tu lis la prothèse, puis là, la prothèse va te demander, voulez-vous utiliser les données de la session ou celles de la prothèse? Donc là, tu dis la session, puis ça va juste écraser ceux qui sont dedans. Évidemment, tu auras demandé à Jade avant, as-tu fini ce que tu voulais faire devant? As-tu enregistré? Parce que pour ne pas perdre le travail qu'elle a fait dans la prothèse. Mais c'est juste mais tu as toujours enregistré dans NOAA. C'est pour ça qu'on vous demande d'enregistrer vos choses dans NOAA. Parce que ça vous permet de les retrouver. Comme prof, ça me permet de retrouver ce que vous avez fait également. Donc, ce qui nous permet de faire des ajustements, ce qui nous permet, quand je fais ma correction, de voir dans les examens pratiques, ça me permet de voir, d'aller chercher de l'info que je n'aurais pas eu, par exemple. C'est bon? Good. Bon, merci. Bienvenue. D'autres questions? Moi, j'en aurais après le cours, Patrice, s'il te plaît. Pas de trouble. 5. Fait que, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Les insultes, ça sera après l'examen. Vous m'enverrez ça par code net. Dans la semaine de relance, là, vous m'en enverrez. Vous avez fait l'examen théorique là, pour vous dire « Ah, sale con! » C'est pas assez. Je sais que vous ne le ferez pas, vous êtes bien élevé.
pouvez le penser, mais vous ne le ferez peut-être pas. C'est pas... Oui, Amélie? Je peux-tu prendre 2 secondes pour faire une annonce? Tu es enceinte. Non, non, Ah, clairement bon, pas. je sais pas, d'habitude, c'est ça, quand une fille me dit je vais faire une annonce, tu vas penser que c'est enceinte. Là, c'est pas. Non, non. La dernière qu'elle m'a annoncé au bureau, elle dit Patrice, j'ai quelque chose à te dire, t'es enceinte. Elle dit comment tu le sais? C'est une fille qui a à peu près 25 ans qui veut me dire quelque chose. Qu'elle soit enceinte ou qu'elle démissionne, c'est à peu près ça. Là. Maintenant, on ne sait pas qu'elle s'achète un chien. Vas-y, Amélie. Je voulais juste vous dire qu'il n'y aura pas de. Pour cette semaine, là, les labos ne seront pas ouverts de soir parce qu'il reste des choses à peaufiner avec la direction. Fait que j'ai pas. Je demande aux étudiants de ne pas aller essayer de mettre leur place là, sur les labos. Peut-être que. En tout cas, moi et Daniel, on va se mettre là-dessus, mais attendez mon go avant de mettre vos noms. C'est bon? Oui. Jonathan? En soirée, c'est-tu à partir d'une certaine heure ou est-ce que tous les labos, exemple, mercredi à partir de 13 h, c'est fermé? Ben, pour le moment, c'est pas mal sur hold. Là. Je te dirais, je vais essayer tous les labos. d'appeler Daniel tantôt pour voir si au moins on pourra peut-être les ouvrir pendant qu'il y a un prof, mais écoute, ça devrait être correct vraiment prochainement, mais on a encore des affaires à peaufiner avec la direction. On a vraiment travaillé. Daniel a vraiment eu comme une autorisation spéciale cette semaine là, dû à l'examen à Patrice pour vous laisser le temps d'aller pratiquer, là, mais je veux pas que. Il n'y aura pas de tech comme à soir, puis demain, je pense pas que ça se fasse. Fait que je vais essayer de vous redonner des nouvelles le plus rapidement possible là-dessus. OK. Autre chose? Non. Non? Pour ceux qui en prennent la route, soyez prudents, prudentes. Sinon, ben là, Roxane, tu es déjà au cégep, fait que la route ne sera pas trop longue. Je pense à Myriam qui a de la route à faire. Pour les autres, je pense que vous n'êtes pas si loin que ça. Fait que, il ne fait pas trop froid dehors. Fait que mettez vos bottes, puis venez-vous-en. Pour ceux qui commencent à midi, ça va arriver peut-être au moins 5 minutes d'avance juste pour vous installer, pour que vous puissiez ouvrir votre session, que vous puissiez ouvrir Noah, créer votre patient. Vous vous rappelez, donc vous créez un nouveau patient avec votre nom et la date d'aujourd'hui. Donc, juste pour puis quand va arriver midi, bien, que vous puissiez commencer votre examen et pas à faire ça, que vous soyez prêts. La même chose pour ceux qui commencent à 15 h. Ben, normalement, l'examen finit à 2h50. D'après moi, tout le monde va être parti à 14h50. Fait que arrivé un 5 minutes au moins d'avance, là, justement, pour ouvrir votre session, que le nettoyage va avoir été fait, que vous puissiez vous asseoir à votre place et que vous puissiez faire le travail en conséquence. Ça va? Good. Fait qu'on se voit tantôt, tout le monde. Salut, tout le monde, sauf Derek, reste là.